Nous allons commencer cette journée. Je remercie toutes et tous d'être présents. Et si vous pouvez faire un petit peu de silence, s'il vous plaît, pour commencer. Alors, l'introduction sera faite par Alessandre Caminada, qui est le directeur de votre école et qui va vous dire quelques mots. Et après, nous passerons aux autres intervenants. Donc, je te passe la parole, Alessandre. Merci Jean-Pierre. Alors un petit mot pour vous, d'abord pour vous remercier d'être là. Pour vous rappeler que c'est une conférence et qu'on n'est pas là pour faire la police. Et que donc vous fermez vos PC, vous n'en avez pas besoin. Hop, je peux tous les voir fermés, tous, et vous les ouvrez plus. Hein. Vous les fermez tous, maintenant, sinon je vais aller chercher. Ok, c'est la moindre des choses. Quand on assiste à une conférence qui est donnée par un directeur d'une grande entreprise, on vient et on écoute et on est en respect. Lui va vous respecter, vous devez le respecter aussi. Vous fermez vos ordis. À droite, là-haut, l'ordi il est ouvert. Voilà, et ne les rouvrez pas. L'ordi est ouvert là. Ah, et puis pareil, évitez de pianoter sur votre téléphone, ça serait vraiment très décevant, très malvenu. Donc ne le faites pas non plus. Alors la conférence, elle se veut générale. Donc je remercie les ingénieurs et scientifiques de France de l'avoir organisée dans le cadre de la Journée nationale de l'ingénieur. Je remercie, et c'est pas la première année, on le fait tous les ans. Donc c'est une journée nationale dédiée au métier d'ingénieur. Je remercie Xavier Latour qui vient représenter à la fois l'université et la métropole de Nice. Et je remercie évidemment Sébastien Huron qui est le directeur général de la société Virbac et qui va vous faire une conférence générale qui vous intéressera tous. Et j'en suis sûr que vous aurez plein de questions ou d'idées qui vous viendront pour construire votre projet et juste s'intéresser et juste avoir un petit peu l'effet waouh sur waouh, c'est une belle carrière et c'est des belles choses qui vous seront dites aujourd'hui. Voilà, donc je vous souhaite une bonne après-midi. On est parti pour 1h30 environ. Voilà, 1h30 environ et je vous remercie encore une fois d'être attentif et respectueux de la conférence. Merci à tous. Merci Alexandre pour ces paroles de bienvenue. Donc je vais passer sans attendre la parole à M. Xavier Latour, comme on vous a dit, qui représente le président de la métropole et qui est à la fois doyen de la faculté de droit de l'Université Côte d'Azur et conseiller métropolitain chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la formation continue. Je vous passe la parole et merci d'être là, comme chaque année, ou presque. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Alors, vous n'avez pas un scientifique de sciences dures devant vous. Moi, je suis plutôt issu du domaine des sciences sociales, mais ce sont aussi des sciences. En tout cas, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que cela me permet de remercier publiquement la dynamique association, la dynamique fédération des ingénieurs et scientifiques de France, qui, tous les ans, organise cette journée nationale des ingénieurs et des scientifiques sur le territoire des Alpes-Maritimes. C'est la 10e édition, ce qui prouve votre dynamisme, votre implication. Une association qui, j'espère, un jour vous y contribuerez parce qu'elle vous permettra de diffuser la bonne parole. Et c'est l'autre raison qui fait que je suis très heureux de vous dire que vous êtes encore étudiant dans une très belle école, Polytech, une très belle université, l'Université Côte d'Azur, mais vous allez avoir, dans quelques temps et à brève échéance, des responsabilités dans l'entreprise, dans les entreprises pour lesquelles vous travaillerez, mais vous aurez aussi une responsabilité sociétale. C'est-à-dire que vous ne vous en rendez peut-être pas encore bien compte, mais vous allez avoir, parmi les nombreuses missions qui vous seront confiées, celle de diffuser, de promouvoir les métiers des sciences et de l'ingénieur en France, parce que nous en avons besoin.
nous sommes convaincus ici avec Christian Estrosi, avec la métropole Nice-Côte d'Azur, que vous êtes, mesdames et messieurs, les clés d'une partie de l'avenir de ce pays. Je le dis avec une certaine solennité, un peu d'emphase, mais vous allez devoir relever les défis environnementaux, énergétiques, santé publique, santé animale aussi. Tous les défis de demain vont passer par les solutions scientifiques que vous allez trouver, peut-être dans des labos de recherche, publics et privés, et pour beaucoup d'entre vous, dans les entreprises avec lesquelles et pour lesquelles vous allez travailler. Mais pour cela, cette envie que vous avez, vous, eue de vous lancer dans les métiers de l'ingénieur, partagez cette envie avec les plus jeunes. Transmettez votre goût des maths, de la physique, des sciences en général. Allez vers les lycéens, vers les collégiens, qui parfois ont une vision complètement déformée de ce que sont les métiers autour des sciences et des métiers de l'ingénieur. Il y a beaucoup d'autocensure en France, ce qu'à titre personnel, je regrette. Il y a beaucoup de gamins qui pensent que ce sont des métiers qui ne sont pas faits pour eux. Et c'est fort dommage, parce qu'on loupe sans doute un très grand potentiel. Et je vois qu'il y a pas mal de jeunes femmes dans l'amphi et j'en suis ravi, mais on en voudrait encore plus. Nous avons besoin d'encore plus de jeunes et particulièrement de jeunes femmes qui, trop souvent, s'autocensurent dès le lycée, pour choisir les spé maths, physique, sciences de la vie et de la terre, alors que elles y ont, et vous en êtes l'exemple vivant, mesdames, elles y ont, vous y avez toute votre place. L'autre raison, et c'est la dernière que j'évoquerai pour ne pas être trop long, qui fait que je suis vraiment heureux d'être là, c'est que nous sommes dans une dynamique métropolitaine, à la fois économique, à la fois en termes de recherche et d'enseignement supérieur. Nous avons permis l'installation de l'école centrale Méditerranée, qui était auparavant uniquement à Marseille et qui s'installe à Nice. Nous allons installer une autre école orientée plutôt sur l'intelligence artificielle et les environnements virtuels, l'école ISART. Nous soutenons la métropole Nice-Côte d'Azur, je vous le dis, certains d'entre vous seront peut-être intéressés à terme. Nous soutenons des thèses de doctorat, des post-docs, et nous soutenons aussi, par des appels à projets, les étudiants qui ont une fibre entrepreneuriale, qui ont la fibre de l'innovation et qui veulent mettre au service d'industriels, d'entreprises, leur goût pour l'innovation, et nous soutenons tout ce qui pourrait apporter à l'économie du territoire, mais au-delà à l'économie nationale, dans une logique de souveraineté économique, de réindustrialisation du pays. Il ne me reste plus qu'à vous dire un petit mot pour remercier Monsieur Huron, qui est quand même à la tête d'une des plus belles entreprises de notre territoire, la société Virbac. Une société qui est installée dans le monde entier, enfin qui est vraiment, qui a une dimension internationale, mais qui est très attachée à son implantation dans les Alpes-Maritimes. Mais moi, j'ai le sentiment que si Monsieur Huron en est là, et si Virbac en est là, c'est parce qu'à un moment, avec ses équipes, ils ont osé. Ils sont sortis des sentiers battus, ils sont sortis de leur zone de confort, ils sont sortis des schémas habituels, et ils se sont dit on y va. Et ce dont je rêve en tant qu'élu local, mais aussi en tant qu'enseignant-chercheur qui côtoie des jeunes toute la journée, j'ai envie que vous ayez ce goût du risque, ce goût de l'audace, ce goût
de l'innovation, vous dire on est jeune, rien ne nous résiste. Soyez positifs, soyez entreprenants, soyez dynamiques, soyez jeunes. Merci. Merci, Monsieur Latour, pour ces mots encourageant une dynamique à la fois chez les jeunes et à la fois pour notre territoire. Vous avez la chance d'être dans une très belle école, dans une école qui a des très beaux locaux, et vous avez la chance d'être dans un très beau territoire. Et bien que l'on ne forme pas des ingénieurs pour notre territoire, nous avons un énorme besoin dans notre territoire de jeunes ingénieurs. J'y reviendrai peut-être un petit peu tout à l'heure dans mon propos. Merci, Monsieur Latour, pour ces encouragements. Alors, pourquoi ça marche pas, là? Voilà. Donc, je suis Jean-Pierre Roselot, comme c'est été écrit ici, le président de IESF Côte d'Azur. Donc, en quelques mots, je vais vous dire ce qu'est la Société des ingénieurs et scientifiques de France. Donc, c'est une association qui fédère l'ensemble des alumni des grandes écoles de France, c'est-à-dire les 215 écoles qui sont habilitées à délivrer un diplôme d'ingénieur par la CTI, la Commission des titres de l'ingénieur. C'est une association qui est le véritable représentant de la profession des ingénieurs auprès des pouvoirs publics, ministères, etc., et aussi auprès des organisations professionnelles comme le GIFASP pour les industries aéronautiques ou l'UNM pour la mécanique, par exemple. Il y a actuellement 1 100 000 ingénieurs inscrits dans notre répertoire. Elle existe, cette société, depuis 1860, dont l'un des présidents fameux et très renommé, c'est Gustave Eiffel, dont nous allons célébrer cette année le 100e anniversaire de sa mort, le 28 décembre, donc il y a 100 ans, en 1903. Il y a eu d'autres, bien sûr, d'autres présidents qui ont été presque aussi célèbres que Gustave Eiffel. Donc l'IESF, c'est divisé en 25 unions régionales réparties sur toute la France, dont ici, IESF Côte d'Azur. On est représenté également par les ingénieurs européens, la Fédération européenne des ingénieurs, qui aura son congrès cette année, justement, à Cannes, et au niveau aussi international. Donc c'est un réseau au total d'environ 1500 bénévoles, on est tous bénévoles, et d'environ 70 au niveau local. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, rapidement, un petit tour d'horizon. Une enquête nationale, voici un exemplaire. C'est une enquête qui est un outil de référence pour la profession d'ingénieur qui est beaucoup utilisé par les entreprises comme référentiel de ce qu'est la profession d'ingénieur aujourd'hui en France et qui leur permet de confronter leurs propres ingénieurs par rapport au niveau français, que ce soit dans la délocalisation ou dans les localisations, ou que ce soit au niveau des salaires. Donc c'est un tour d'horizon de la situation des ingénieurs et c'est fait chaque année, si bien que l'on peut avoir une base de données suivie et statistique. Ensuite, c'est un événement national tel que celui que nous vivons ici. C'est la journée nationale de l'ingénieur et même mondiale depuis quelques années, qui est le 4 mars. Alors, dans le 4 mars, on célèbre la journée de l'ingénieur dans tout le monde, y compris en France. Alors, cette année, c'était un samedi, c'était pas très bon, mais au niveau national, on demande aux délégations régionales d'être dans la semaine du 4 au, disons, 16-18 octobre. Donc, c'est pour mars. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a notre événement ici même pour la Journée nationale de l'ingénieur. Ensuite, nous faisons des publications.
Alors, il y a des livres blancs, comme ceux-ci, qui sont des propositions et recommandations des ingénieurs et scientifiques à usage des politiques, comme M. Latour tout à l'heure, ou à usage d'autres universités ou d'autres personnes. Également, nous avons une communication, on essaye d'avoir une communication pas trop mauvaise, au niveau d'une lettre trimestrielle, au niveau d'un site que l'on essaye de faire vivre le mieux possible, IESF-CA, Twitter et Facebook. Nous avons également une activité qui est presque essentielle au sein de IESF Côte d'Azur, c'est la promotion des métiers de l'ingénieur et du scientifique, PMIS qu'on appelle. Alors au niveau national, on touche à peu près 40 000 collégiens ou lycéens, on en touche à peu près 2500 au niveau local, en dehors de la pandémie évidemment. Et c'est très important parce que l'on va, comme disait M. Latour tout à l'heure, on va dans les lycées et dans les collèges pour essayer de susciter des vocations au niveau scientifique et technique, parce qu'il faut s'y prendre tôt, quasiment au niveau de la troisième, pour que les jeunes aient envie de faire des métiers d'ingénieur et qu'ils savent un petit peu ce qu'il y a dedans. Peut-être que même parmi vous, il y en a encore peut-être qui ne savent pas exactement ce que c'est qu'un métier d'ingénieur, mais ils vont le savoir rapidement dès qu'ils seront dans une entreprise ou qu'ils seront eux-mêmes en situation d'exercer dans une start-up. Alors, si je dis ça, c'est parce qu'on va dans les lycées, on va dans les collèges, et on voudrait bien être accompagné de jeunes comme vous, et de jeunes filles surtout. Alors, ça existe déjà un petit peu, mais on voudrait le faire encore plus, de façon à ce que ça ne soit pas que des vieux mâles blancs qui aillent prêcher la bonne parole dans les lycées et collèges, mais qu'on soit aussi avec des jeunes, peut-être blancs ou pas blancs, peu importe, mais avec des jeunes filles aussi. Et grâce au système de polypoints qui existe à Polytech, eh bien, vous pourrez avoir quelques polypoints supplémentaires qui vous permettront éventuellement de grappiller 0,5 points sur la moyenne. Et c'est peut-être pas inutile quand on a 11,5 et qu'il faut avoir 12 pour passer. Donc voilà, j'ai fait mon quart d'heure de publicité gratuite sur la promotion des métiers de l'ingénieur. Vous êtes cordialement invités pour dire avec nous comment vous êtes devenu élève ingénieur à Polytech. Ensuite, nous avons le répertoire des ingénieurs qui permet d'augmenter notre visibilité. Donc, comme je disais tout à l'heure, 1 100 000 actuellement au niveau français. Et enfin, nous faisons de temps en temps des conférences d'ouverture vers les techniques. On a aussi, et ce n'est pas marqué sur ce transparent, on fait aussi des visites dans des centres industriels comme Schneider, par exemple, je pense là parce que je vois quelqu'un de Schneider, et donc aussi, par exemple, pour la Patrouille de France à Salon de Provence. Donc, nous fédérons les alumni. Je vous encourage, quand vous aurez votre diplôme, à être dans le répertoire des ingénieurs. Normalement, c'est automatique à partir du moment où vous avez le diplôme. Normalement, c'est automatique. Mais enfin bon, il peut y avoir des petites difficultés. On peut toujours rattraper la situation. Et donc, à partir de là, vous pouvez aussi joindre l'association des ingénieurs et scientifiques de France pour exercer un certain nombre de thématiques telles que celles que je vous ai décrites. Voilà, je vous remercie de votre attention et nous allons pouvoir passer maintenant directement à la conférence de M. Sébastien Huron. Je vais vous dire en quelques mots qui il est. Sébastien Huron est natif de Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines en France. En 1994, il a été diplômé de l'École nationale vétérinaire de Toulouse. En 1994, il est, à la sortie de l'école vétérinaire, il est responsable marketing chez Hutch Roussel au Brésil, puis responsable R&D marketing et business development pour l'Amérique latine à partir de 1996.
En 2000, il devient directeur du Market Development, marketing stratégique et e-business pour l'Amérique du Nord aux États-Unis, puis directeur de la division animaux de compagnie d'Amérique du Nord à Intervert, chez Merck, à partir de 2004. Depuis 2006, il est au groupe Virbac, d'abord directeur des filiales Espagne et Portugal, puis en 2008 directeur de la région Europe, puis 2012 membre du directoire, puis directeur en 2013 des opérations commerciales pour le monde, et en 2017, il est président du directoire et depuis 2020, directeur général exécutif. Donc c'est un beau parcours, que l'on peut dire un beau parcours professionnel, et je pense que la conférence qu'il va nous faire va être passionnante sur un certain nombre de points clés qui ne concernent pas forcément et uniquement le fait que vous aurez un diplôme. Oui, il faut avoir un diplôme, parce que comme je dis, c'est souvent un diplôme d'ingénieur vous permet de faire beaucoup de choses, et pas forcément dans le domaine bâtiment, robotique ou électronique, de spécialité au niveau du diplôme, mais également vous ouvre des portes pour tout un tas d'autres professions et métiers. Donc c'est sur ce point peut-être que l'on pourrait insister davantage et que l'on insistera. Donc je vous remercie de votre attention et je passe la parole à... Merci beaucoup Jean-Pierre. Donc bon après-midi à toutes et à tous. Faut être sincère, j'ai hésité à venir. Je vais être très sincère avec vous, j'ai hésité à venir parce que je ne suis pas ingénieur. Donc quand Jean-Pierre m'a dit viens nous parler, j'ai dit mais moi je suis vétérinaire. Ça a commencé comme ça. Ensuite j'avais un agenda très chargé. C'est la pire semaine pour moi. On a publié les résultats annuels du groupe la semaine prochaine. On a le conseil d'administration, donc c'était la pire semaine. Mais bon, j'ai pas réussi à m'en échapper. Et la raison pour laquelle j'ai accepté, elle est double. Elle est premièrement parce que je pense qu'on a une responsabilité. Ça a été dit avant. Il y a un moment, on a une responsabilité, c'est quand on a acquis pas mal de connaissances, c'est de les partager. Et vous savez, ce qui est génial avec la connaissance, c'est que c'est une des rares choses que vous pouvez donner sans la perdre. Si je vous donne 10 euros, j'ai plus 10 euros en poche. Mais si je vous dis tout ce que j'ai appris, tout ce que je sais dans ma vie, je garde ce que j'ai appris, ce que je sais, mais vous pouvez vous en servir aussi. Donc la connaissance, c'est quelque chose qui se démultiplie, qui ne se perd pas, et c'est quelque chose qui appelle à l'intelligence collective, parce que d'ailleurs, quand on définit l'intelligence, c'est toujours une notion très collective. Donc c'est le mélange des idées des uns et des autres. Alors, avec Internet, ça permet d'aller plus vite, mais si je devais faire un parallèle, vous savez que dans les villes, la raison pour laquelle les gens allaient vivre dans les villes, surtout, et il y avait des clubs, etc., c'était aussi pour pouvoir échanger, partager et créer de la valeur, créer de l'intelligence. Quand il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le moyen de se communiquer, si ce n'est en se rencontrant le soir, et tous les brevets, il y a des centaines d'années, étaient inventés dans des clubs où les gens échangeaient et partageaient leurs idées et construisaient l'intelligence ensemble, ainsi. Donc aujourd'hui, j'ai dit à Jean-Pierre, mais j'ai pas trop d'idées de ce que je vais leur parler, ce dont je vais leur parler, et j'ai dit, je vais faire une liste des choses qui m'ont le plus marqué dans ma vie, les choses qui m'ont le plus ancré, impacté. Donc j'espère que vous pourrez retenir un ou deux éléments pour vous. En tous les cas, j'ai eu beaucoup de mal à structurer, donc c'est pas une présentation très structurée, c'est plutôt une liste de choses qui m'ont marqué. Il y a des lectures, il y a des idées, il y a des recommandations. Je ne détiens aucune vérité, donc il n'y a pas de prétention aucune. C'est juste vous nourrir, vous donner du matériel et peut-être certaines choses vous feront réagir. Et si c'est le cas, tant mieux, je ne serais pas venu pour rien parce que j'ai pris l'après-midi pour pouvoir partager ça avec vous. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire s'apérer au dé? Ah non, c'est pas la traduction ça. Ah, raté. Ça veut dire oser savoir. Et le mot important, c'est oser aussi. Alors, on va commencer par l'attention. Donc vous avez 10 secondes, vous devez me compter le nombre de cercles sur cette photo. 10 secondes, vous comptez le nombre de cercles et vous le notez sur un papier. Vous ne le dites pas, je vous poserai la question après. Ok. C'est en anglais, mais j'imagine que vous parlez l'anglais, donc c'est traduit en français en bas. Deuxième exercice, et après je vous pose la question. This is an awareness test. How many passes does the team in white make?
Alors normalement on fait pause, mais là je peux pas faire pause. Qui c'est qui l'a vu? Bon, c'est très connu, donc vous deviez, certains d'entre vous l'avez peut-être vu, la connaissez peut-être. Le point que j'essaie de faire, c'est un point qui est écrit là, donc je vous ai dit, c'est un fourre-tout d'idées, on prendra certaines idées, on débattra certaines, d'autres on les passera. Le point principal, c'est que le monde que vous voyez, il est défini par les questions qu'on vous pose. C'est une notion extrêmement importante et je voudrais attirer votre attention là-dessus. Les questions qu'on vous pose définissent le monde que vous voyez. Combien de cercles il y avait sur la première photo? 18, 19, 20, 16, ok, ça commence bien. En classe de veto, ils auraient tout eu juste. Hein. Bon, ok. Combien il y avait de losanges? Combien il y avait de losanges? Vous les avez vus? Vous n'avez pas vu les losanges? Mais vous avez vu? Alors vous savez combien il y en avait à peu près, grosso modo? Non, il y en avait 2 des losanges. Et donc tout ça pour vous dire, alors en plus la photo des losanges, c'est moi qui l'ai faite en 5 minutes, donc elle n'a pas vocation à être scientifique. Mais l'idée est de dire qu'en fonction de la question que je vous pose, votre attention est canalisée sur une notion et vous voyez pas le reste. Vous voyez pas le reste. Et imaginez-vous que ce soit les médias, que ce soit tout le monde autour de vous, on peut facilement avoir des biais cognitifs. J'ose pas dire être manipulé, mais vous ferez votre propre apprentissage par vous-même. Mais en tous les cas, on peut se faire berner, avoir par les questions qu'on vous pose, parce qu'elles focalisent votre attention sur un point. Et quand vous commencez à focaliser votre attention sur un point, il y a plein d'autres choses que vous voyez pas. L'histoire des passes blancs, c'est pareil avec le gorille qui passe au milieu. Mais l'idée est de dire, attention, les questions qu'on vous pose vous font focaliser votre attention sur un sujet et vous pouvez passer à côté de choses beaucoup plus importantes parfois. Donc, ayez cet esprit critique en permanence. La deuxième chose, c'est, je dis, on est dans un monde très complexe. AVUCA, ça veut dire un monde en accélération qui est très volatile, qui est incertain, qui est complexe, qui est ambigu. Je trouve que ce qui peut vous aider dans la vie, et c'est uniquement des idées ou des recettes, et vous prendrez celles qui vous plaisent, vous laisserez les autres de côté, c'est d'essayer de comprendre le pourquoi des choses. Quand vous comprenez le pourquoi des choses, ça vous fait gagner énormément en sérénité. Et donc, pour comprendre le pourquoi des choses, il faut souvent prendre de la hauteur, de la distance, et mettre une dimension temporelle et spatiale dans les analyses. Je vais y revenir derrière. Mais par exemple, l'exode rural. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi les personnes ont choisi de faire l'exode rural? Pour aller vivre dans les villes et travailler dans les usines? Est-ce que vous avez déjà posé la question? Est-ce que vous avez posé la question pourquoi on voyait de plus en plus de la montée du populisme? Est-ce que vous avez déjà posé la question? Est-ce que vous avez une idée de pourquoi ces choses-là se passent? Alors je ne détiens aucune vérité, donc ce que je dis est peut-être un raccourci et je résume. Mais par exemple, quand les personnes travaillent aux fermes, la vache, elle n'arrête pas de produire du lait le dimanche. Il faut que vous travailliez 7 jours sur 7. Vous n'avez pas moyen de partir en vacances et laisser les animaux, etc. Quand vous étiez dans une usine, vous aviez la capacité à un certain moment de prendre le dimanche férié ou les jours de vacances, etc. Donc il y a eu un intérêt très important pour les personnes de sortir d'un système dont vous étiez contraint en permanence. Et vous verrez, on parlera de la loi de la nature et de la loi de l'école, c'est 2 notions différentes. Et on reviendra dessus après. Le populisme, c'est pareil. Le cerveau humain a besoin de comprendre et d'être apaisé. Plus on simplifie le monde pour vous, plus on le rend binaire, plus vous avez l'impression d'avoir compris, plus vous êtes serein, content et apaisé et pensez détenir la vérité. Et plus vous êtes probablement dans l'erreur. Parce que le monde, il est tout sauf binaire. Le monde est hyper complexe, hyper ambigu, et c'est très compliqué de ramener des choses à des choses très simples. Pourtant, c'est ce que le cerveau demande, c'est ce que le cerveau a besoin. Il est apaisé quand les concepts sont simples et binaires. Donc gardez ça aussi à l'esprit, gardez un esprit très critique, et faites attention à ne pas vous laisser avoir par ça. Le bug humain, je vous recommande cette lecture. C'est un livre de Sébastien Boller. Le bug humain, c'est quelque chose de très intéressant. Il explique en fait la notion qu'on a été développé, notre cerveau a été développé pendant des milliers d'années dans un monde de scarcité. Un monde de scarcité, ça veut dire un monde où
il manquait de tout. On n'avait pas facilement à manger, il fallait chasser, et c'était pas facile, et vous ne trouviez pas des proies tous les jours. Il n'y avait pas d'information, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas tout ça. Je passe les autres choses qui manquaient, mais il manquait de tout. Et donc le cerveau reptilien, qu'on appelle l'amygdale, s'est développé dans un monde de rareté, et pour ça, il a toujours essayé d'avoir plus. Dès qu'il y avait à manger, vous essayez de manger le maximum. Vous accumuliez des graisses pour pouvoir survivre au moment où il n'y aurait plus à manger parce que vous auriez raté la cible, vous n'auriez pas pu tuer le lapin ou la chose que vous chassiez. Et donc, quand vous aviez à manger, vous mangiez un maximum. L'information, pareil. Si vous vous trompiez, il y a une branche cassée dans un chemin dans la forêt. Vous dites, la branche, elle est cassée parce que c'est une antilope qui est passée ou c'est un lion qui est passé? Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Alors, si c'est une antilope, qu'est-ce que vous gagnez? Le droit de manger. Si c'est un lion, vous étiez éliminé, vous étiez mort. Tout ça pour dire que le biais cognitif, c'est qu'on ne valorise pas le gain au même niveau que la perte. Si je vous dis, je vous donne 100 euros, ou je vous dis, vous avez 50% de gagner 200 euros, vous raisonnez pas de la même manière. Le cerveau ne raisonne pas de la même manière. Même si mathématiquement, pour les ingénieurs, c'est mathématiquement identique. Si je vous dis, vous avez 50% de chance de gagner 200 euros, je vous donne 100 euros, c'est mathématiquement identique. Eh ben, le cerveau, il raisonne pas comme ça. Et tout ça, ça se comprend dans l'évolution. Et donc, ce qui explique le bug humain, c'est qu'il dit que l'homme a développé un précortex frontal, qui est la partie antérieure du cerveau, qui nous a permis d'avoir un frigidaire, qui nous a permis d'avoir un téléphone. Malheureusement, le cerveau amygdalien qui commande ce qu'on fait, il n'a pas intégré ça au niveau biologique, et donc il veut toujours plus. Alors vous ouvrez le frigo et puis vous mangez tout ce qu'il y a dedans. Et puis quand vous avez un téléphone portable comme vous, dès qu'il y a la petite lumière rouge ou dès qu'il y a un truc, vous êtes constamment concentré dessus. Parce que vous avez été habitué, votre cerveau s'est développé dans un monde où il n'y avait pas assez d'informations et vous êtes conditionné en cherchant en permanence plus et vous vivez mieux, ou vous pensez vivre mieux là-dedans. Donc soyez conscient de comment ces choses s'expliquent, d'où elles viennent, quelles ont été les racines, ce qui vous permet ensuite d'être moins dépendant de ça, ou en tous les cas d'en être consciemment dépendant. Je dis ça parce que on parle beaucoup de burn-out, on parle beaucoup de personnes qui sont en quête de sens, qui n'ont plus de sens, qui sont épuisées, qui sont fatiguées. Ça aussi, ça se comprend. Hein. L'évolution biologique, elle prend beaucoup de temps. L'évolution technologique, elle va très vite. Et donc, nos corps, l'humain, n'a pas été développé pendant des milliers d'années, voire plus, pour répondre aussi vite aux adaptations, aux évolutions technologiques. Donc, on est dépassé. On a des outils informatiques et autres qui nous donnent tellement d'informations, tellement de choses qu'on n'est pas capable d'absorber tout ça. Et donc, ça, c'est ce que je dis, le temps de la biologie n'est pas celui de la technologie, il faut que vous en soyez conscient pour trouver une discipline de vie. Parce que peut-être qu'à votre âge, vous êtes des digital natives, alors vous en souffrez moins. Mais il y aura des phases de transition où peut-être dans 20 ans, vous aurez les mêmes problématiques que ceux qui en ont 40 ou 50 aujourd'hui et qui ont du mal à suivre et qui ont du mal à vivre avec ça. Et donc pour éviter les burn-out, c'est bien d'être conscient. Le sens, moi j'entends beaucoup, on parle du sens, la quête du sens. J'ai envie de dire, c'est un problème de riche. Si vous n'avez pas à manger, vous allez vous occuper de chercher à manger. Si vous avez froid, vous allez vous occuper de pas avoir froid. Donc bien sûr, quand on a à manger, on vit dans une maison chauffée, on a un frigidaire, on a des trucs, on a tous les pyramides de Maslow à un certain niveau, on commence à se demander, bon alors, à quoi je sers, à quoi ça sert, pourquoi tout ça, quel est le sens? Mais c'est un peu un problème de riche qui émerge dans notre société d'aujourd'hui. Ça a probablement pas été une problématique qui existait il y a très longtemps quand on était dans un mode plus de survie, à devoir chasser tous les jours pour manger et à devoir se chauffer tous les jours pour pouvoir survivre. Donc c'est juste des choses que je vous partage pour vous faire réfléchir par rapport à ça. Et je partagerai la présentation avec ceux qui veulent. Mais voilà. La deuxième chose, c'est quand vous êtes dans un monde pour essayer d'en être plus serein, plus heureux, parce qu'au final, c'est ça la finalité, c'est d'essayer d'être heureux et d'être heureux dans la durée. C'est besoin, à mon sens, de mettre une dimension temporelle et spatiale dans vos analyses. La plupart du temps, on vous pose une question. Est-ce que vous êtes pour ou contre la retraite à 64 ans? Est-ce que vous êtes pour ou contre travailler plus ou moins? C'est des analyses très ponctuelles. Mon analyse, c'est que si vous voulez être plus proche d'une bonne réponse, encore soit-il qu'il faut qu'il y en ait une parce que c'est très complexe et très ambigu, c'est de dimensionner ça à l'échelle d'un temps plus long. Dès que vous regardez les histoires ou les problématiques dans un temps plus long, vos analyses sont différentes. Ou spatialement. Moi, j'ai eu la chance de vivre dans plein de pays. J'ai vécu au Brésil pendant 7 ans, j'ai vécu aux États-Unis pendant 7 ans, j'ai vécu dans plein de pays. Donc ma relation au monde, que ce soit du point de vue ethnique, religieux, pauvreté, etc., est totalement différente de quelqu'un qui aurait resté toute sa vie à Nice et qui n'aurait pas bougé, par exemple.
Et j'ai un frère qui est comme ça, qui a vécu toute sa vie à Aix. Donc je vois bien quand j'échange avec lui, les écarts qu'on a dans les perceptions du monde. Et personne n'a raison à tort, c'est juste qu'il y a quelqu'un qui a une perception très globale et l'autre qui a une perception plus locale. Bon, ça c'est sur l'espace temporel, mais pareil sur le temps. Pardon, sur l'espace spatial, mais c'est pareil sur le temps. Donc, depuis très longtemps, on travaille de moins en moins, parce que quand on était dans les champs, il fallait travailler tous les jours. Quand on va à l'usine, on allait travailler 6 jours par semaine, puis 5 jours, puis 35 heures. Donc on voit bien que sur une échelle de temps très très longue, on est en train de travailler chaque fois moins. Et ce qui nous freine, c'est la concurrence entre les pays possiblement, mais on voit bien qu'il y a une tendance de fond forte. Comme il y a une tendance de fond forte pour la globalisation. On va vous poser des questions bientôt, parce que s'il y a des guerres qui se déclenchent et une géopolitique infavorable, on va tout de suite penser au nationalisme, à se recroqueviller sur soi. Je fais le pari qu'à très long terme, alors je ne sais pas si c'est 50 ans ou 100 ans, mais ce que je sais, c'est que Poutine ne restera pas, dans 50 ans, il ne sera plus là, et certains autres auront disparu, mais les tendances de fond ne changeront pas. Et la globalisation sera une obligation de la planète, parce que les 3 problématiques principales du monde, c'est la paix, et la paix, ça peut pas se résoudre entre 2 individus, il faut souvent une approche globale pour la résoudre. L'intelligence artificielle et climat. L'intelligence artificielle, la seule manière de le réglementer au niveau du monde, c'est d'avoir une approche globale. On peut pas vouloir mettre des règles de fonctionnement entre nous en Europe si les Chinois et les Américains font différemment. Le climat, ça sert à rien de faire des emballages recyclables en Europe si l'Afrique n'en fait pas et que par la Méditerranée, on vous amène d'autres choses. Pareil pour le CO2 et la consommation. Donc les grandes problématiques mondiales, elles doivent se traiter et se solutionner au niveau mondial. Et la seule chose qui m'inquiète, c'est qu'avec la géopolitique qui est en train de se mettre en place, on n'est pas prêt d'arriver à des accords, ni sur le climat, ni sur l'intelligence artificielle, et le premier étant la paix qui risque d'être abîmée. Ceci dit, je veux être optimiste. Alors là, je vous ai mis des bouquins. Je vous encourage à lire certains de ces livres. En bleu, c'est le nom des livres. Le rationnel optimiste, c'est un bouquin extraordinaire qui a été écrit en 2010, après la crise de 2008. Il est tout aussi vrai aujourd'hui. Je vais pas vous raconter le bouquin, mais en fait, il explique comment on n'a jamais été aussi bien qu'aujourd'hui. Et comment, sur tous les paramètres qui peuvent se mesurer, on a un bien-être supérieur aujourd'hui qu'il y a 50 ans, ou 100 ans, ou 200 ans. Et je vais pas vous décrire le bouquin, mais je vous encourage à lire, c'est très très intéressant. Et cet auteur, qui est d'ailleurs un professeur en Angleterre, je crois que c'est à Cambridge, il me semble, il a écrit plusieurs bouquins qui sont très intéressants. Le deuxième est aussi intéressant sur la découverte des brevets et comment, à Boston et en Angleterre, en même temps, les gens couraient pour aller déposer des demandes de brevets à quelques minutes près d'intervalle. Et ils avaient inventé les mêmes choses à un endroit différent, sans se parler, sans se connaître. Autrement dit, si Einstein n'avait pas existé, la théorie de la relativité aurait été inventée par l'homme quand même, peut-être 50 ans plus tard, mais elle aurait été inventée quand même. Quelqu'un l'aurait trouvé. Parce que l'intelligence collective, la vague de l'intelligence collective, poussait. Et parfois, il y a une intelligence qui émerge et qui nous fait gagner 20 ans, 30 ans, 50 ans sur ce qu'on aurait trouvé collectivement. Alors, comme on aime beaucoup les héros, on les met au sommet de la pyramide, mais en fait, tout ça, c'est l'évolution humaine qui apporte, qui va dans une direction. Donc, je vous encourage aussi à lire tout ça, c'est très intéressant. Je ne veux pas m'attarder parce que j'aimerais qu'on garde un peu de temps pour des questions, si vous avez des questions, mais sur les biais cognitifs, c'est pareil. Malheureusement, on est très peu basé sur des faits. L'humain aime les histoires. Notre cerveau s'est développé au coin du feu, où on se racontait des histoires. Et donc, d'ailleurs, du point de vue marketing, c'est ce qui marche le mieux aujourd'hui, hein. C'est pas de savoir si la concentration de l'aliment est comme ça ou le produit est comme ça, c'est d'avoir l'histoire qui permet de comprendre ce qu'on vous vend ou ce qu'on vous dit. Et donc, il y a des biais cognitifs très forts, il faut les connaître, il faut en être conscient. Je vous encourage à lire le bouquin. Il y en a même au niveau du cerveau et des yeux, simplement. Moi, j'ai dû aller faire un stage, parce que j'ai perdu mes points de conduite, donc j'ai dû aller faire un stage de 4 points, là. J'ai perdu 4 points. Alors, il vous montre qu'en fait, vous avez des zones de focus que vous voyez pas, et vous avez des arbres. Et puis à un endroit, il n'y a pas d'arbre et une voiture. Mais comme c'est dans l'angle mort, votre cerveau ne voit pas ce morceau de la route, mais comme il y a une séquence d'arbres, il reproduit la séquence d'arbres comme si elle était continue. En fait, quand elle n'est pas continue, il y a une voiture, mais vous la voyez pas parce que c'est un petit angle mort. Et le cerveau se dit, il y a des arbres partout, là on voit rien, mais il doit y avoir... Donc c'est très intéressant, il y a des images comme ça qui vous font réfléchir sur tout ça. Le plus grand voyageur est celui qui a su faire le tour de lui-même, une fois le tour de lui-même. Je vous laisserai réfléchir sur ça, mais c'est assez intéressant. Et puis après, on vous disait, vous serez des responsables de demain. Je crois ça. Je crois que la jeunesse porte l'avenir.
Et donc, vous verrez, il y a qu'à Faucon, il faut faire ça, il y a les conseilleurs, et puis il y a faire. Hein, le monde se divise entre ceux qui font, ceux qui observent et ceux qui critiquent. Je vous encourage à faire, c'est plus sympa. Mais après, c'est pas toujours facile. Donc il y a une notion, parce que parfois on écrit des bouquins avec plein de choses. Donc ce monsieur-là, il a écrit un bouquin avec 7 notions. Moi, celle qui me semble qui est la plus importante, c'est le sens de l'urgence. Quand vous voulez faire quelque chose, ne le reportez pas à demain. Ne le reportez pas demain. Le sens de l'urgence, c'est la différenciation entre ceux qui parlent et ceux qui disent et ceux qui font. Faites-le. Alors ensuite, je regarde autour de moi, qu'est-ce qui m'interpelle le plus? Les personnes sont souvent sur le quoi. On est tout le temps en train d'échanger, même dans mes équipes. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Et moi, ça m'hallucine. Parfois, je leur dis, mais attendez, mais pourquoi on le fait? Non, il faut digitaliser tous nos processus industriels. Ah oui, c'est à la mode. D'accord, mais pourquoi on le fait? Qu'est-ce qu'on va y gagner? Alors au début, on vous explique qu'on va y gagner plein de choses. En fait, quand vous mesurez, vous gagnez rarement plein de choses. Hein. Donc, demandez toujours le pourquoi des choses. Et alors, ça me rappelle un voyage que j'ai fait en Birmanie. J'étais au Burma et j'étais dans le lac Inle. Si un jour vous voulez vous échapper un petit peu du monde d'ici, vous allez au lac Inle, c'est sympa, ils vivent comme il y a 200 ans. Ils sont sur des pirogues, ils rament avec leurs pieds comme ça, c'est assez intéressant. Et j'étais paumé dans un village, il y avait une petite école, et il y avait un moine dans cette école. Et j'ai commencé ma vie dans l'humanitaire, j'adore ça, je crois que je finirai là-dedans, à essayer c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui aussi, c'est-à-dire j'aime partager, j'aime enseigner, Donc ce monsieur, il avait 60 ans et il avait tout lâché, sa famille et tout, pour s'occuper des enfants dans une école. Et je lui dis, si vous aviez 3 choses à nous enseigner, qu'est-ce que ça serait? Et les 3 choses, je les ai résumées là. Il dit, les Européens, vous êtes tout le temps en train de juger. Ne jugez pas, faites. Don't judge, practice. Ça veut dire simplement que quand vous êtes à faire les choses, c'est beaucoup plus compliqué que quand vous les voyez de l'extérieur et que vous l'expliquez ou que vous portez des jugements. C'est très facile de juger. Don't judge, practice. La deuxième chose, il disait, don't make assumption, ask question. Ça, je vous conseille de faire ça dans vos couples aussi. C'est que quand un jour vous aurez un problème dans votre couple, faites pas d'hypothèse, posez des questions. N'assumez pas, posez la question. Demandez pourquoi. Essayez de comprendre le pourquoi. Allez au fond des choses. Ça pourra peut-être vous éviter des problématiques. Et c'est d'ailleurs un des accords Toltec dans les relations humaines. Il y en a 4 et c'est le 3e accord Toltec. Et la raison est qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Alors ça, c'est aussi une grille. Vous allez aimer ça, c'est une grille, je n'ose pas dire ingénieur ou consultant, mais il y a 4 carrés. Il y a je sais que je sais. Vous êtes conscient de ce que vous savez. Je sais que je ne sais pas. Certains d'entre vous savez que vous ne parlez pas chinois, donc vous savez que vous ne parlez pas chinois. Je sais que je ne sais pas. Je ne sais pas que je sais, ça c'est des réflexes. On voit, j'ai fait un truc, tiens, je ne savais pas que je savais faire ça, ou j'avais un réflexe acquis. Mais le je ne sais pas que je ne sais pas, c'est toujours à la racine des problématiques entre les hommes. Quand on est en conflit, qu'on se bat, c'est parce qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas, et notre manque d'humilité fait que souvent, on est dans des conflits à cause de ça. Donc, posez des questions, soyez ouverts, et veuillez accepter les réponses, sans faire les hypothèses avant. Oui, alors on n'est pas obligé de couvrir tout ça, mais je parlais de la technologie et de la biologie. Normalement, tous les outils que l'homme fait, c'est pour servir l'homme. Malheureusement, parfois, on en devient esclave. Alors, vous le voyez peut-être pas. Alors, c'est peut-être pas votre cas, ou c'est peut-être inconscient. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on devient de plus en plus esclave des outils qu'on développe. Et donc, ça pose la question du sens que je posais avant. Et d'avoir la conscience qu'on devrait toujours se poser la question de pourquoi on le fait. Et vous allez être face à ces décisions avec l'intelligence artificielle. Il arrivera un moment, il faudra vous poser les questions, est-ce que ça me rend plus de service ou est-ce que c'est plus nocif que ça me rende service? Parce que vous dématérialisez tous vos savoirs. Hein. Moi, j'ai des enfants de 24 ans à 23 ans, quand je leur pose une question, ils prennent leur téléphone, ils tapent sur Google. Ils me répondent plus. Ils me donnent la réponse de Google. Et moi, j'ai fait le test un jour, j'avais plus de batterie, il a fallu que j'aille trouver la maison d'un copain, j'avais plus Google Maps, j'avais plus rien. Ben, je peux vous dire que il y a 20 ans, j'allais n'importe où, n'importe comment sans téléphone. Aujourd'hui, quand j'ai plus le téléphone, je suis handicapé. Hein. Donc, je vous intéresse à faire ça parce que vous êtes en train de dématérialiser vos cerveaux et de les externaliser. Et quand vous aurez fini d'externaliser vos cerveaux à l'extérieur, voilà. Alors, c'est bien de vous parler du monde. L'idée, c'était de partager avec vous ce que je considère important pour vous. Donc, je suis allé réfléchir dans 50 ans de vie, ce qui pouvait pour moi être les clés de réussite pour les partager avec vous. Vous les prenez pas, c'est un cadeau. Je suis venu partager avec vous, c'est juste un cadeau. J'en ai 7.
Et incroyablement, elles ont été écrites par un monsieur qui s'appelle Stephen Covey, qui a listé ces 7 habitudes. Alors les habitudes, c'est des choses des comportements, des choses qu'on fait. Elles sont extrêmement puissantes et ça résume quasiment tout. Les 3 premières concernent vous et uniquement vous. La première est d'être proactif. Vous pouvez être passif, vous pouvez être réactif, vous pouvez attendre que ça se fasse, ou vous êtes devant. Vous pouvez être dans la locomotive ou dans le wagon. C'est votre choix. Mais on dit le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Toutes ces phrases, elles veulent dire la même chose. Essayez d'être proactif, essayez de prendre les devants, essayez de marquer l'histoire du monde, de votre impact, de votre empreinte. Et donc, être proactif, c'est un comportement, une habitude qui fait partie, qui réellement vous différenciera des autres très souvent et vous permettra de réussir. La deuxième chose, c'est ayez toujours l'objectif en tête. De nouveau, on est sur le quoi, le pourquoi. C'est pas le chemin qui est important, c'est où est-ce que vous voulez aller. Alors, on vous dit le chemin est important. Bien sûr que le présent, le chemin est important, mais ayez en tête quel est l'objectif. Qu'est-ce que vous cherchez à obtenir? Pourquoi vous faites les choses que vous faites? Pourquoi vous êtes dans l'amphithéâtre aujourd'hui? Qu'est-ce que vous cherchez à y faire? Et le temps que vous investissez, est-ce qu'il est perdu ou est-ce qu'il est bien investi, etc. Tout ça, il faut que vous posiez les questions. Sinon, vous allez finir par faire des choses sans vous poser les questions et devenir automate. Donc, l'objectif en tête, toujours. Et je vous explique pourquoi aussi. Vous avez un objectif, vous partez avec un chemin, vous êtes convaincu de faire quelque chose. Je vous garantis, 90% du temps, il y a quelque chose qui va se passer qui fera que vous ne serez plus sur le même chemin prévu au moment où vous le ferez. Si vous n'aviez pas l'objectif en tête, vous allez atterrir quelque part ailleurs. Si vous avez l'objectif en tête, vous reprendrez une voie de chemin, vous reprendrez un raccourci, vous retrouverez le truc et vous continuerez. C'est la raison pour laquelle il faut avoir l'objectif en tête tout le temps. Mettre les choses importantes en premier, ça paraît une évidence. J'ai une petite vidéo là-dessus tout à l'heure, mais croyez-moi, la vie de tous les jours est polluée par plein de petites choses, des choses qu'on appelle urgentes parfois, mais les choses urgentes, elles sont pas toujours importantes. Donc la notion d'urgence et d'importance, elle doit bien être comprise et maîtrisée parce que souvent, on est pollué au jour le jour par des petites choses et le temps passe, la vie passe. À votre âge, vous pensez que vous avez un capital temps illimité, c'est normal. Mais à mon âge, on commence à se dire que l'actif principal qu'on a, c'est ni l'argent, ni tout ça, c'est le temps. Parce qu'il s'écoule de plus en plus vite quand vous avancez dans la vie. Et donc, je vous encourage à vraiment mettre les choses les plus importantes pour vous. On va y revenir en premier. Ensuite, une fois que vous êtes construit, vous, comme individu, c'est la relation avec les autres. La relation avec les autres. Et donc là, la première notion, c'est penser gagnant-gagnant. C'est pas votre faute. Vous aurez peut-être été éduqué pour pas y arriver. Mon expérience de vie montre qu'il y a des gens qui ont été éduqués en pensant que le monde est un gâteau à taille limitée. Donc plus je prends du gâteau, moins l'autre en a. Pire, plus l'autre prend du gâteau, moins j'en aurai. Donc je me bats contre lui. Donc c'est la guerre des classes, donc c'est tout ce que vous pouvez imaginer. C'est le gâteau, il a une taille limitée, donc plus l'autre il en prend, moins j'en aurai. C'est faux. Je vous garantis que c'est faux. L'intelligence humaine, l'intelligence collective fait que le gâteau il est à taille illimitée. C'est à nous de construire le gâteau. Et plus le gâteau est grand, plus la question du partage est moins importante. Je dis pas qu'elle n'est pas importante, je dis qu'elle est moins importante. Donc réfléchissez vraiment aux approches gagnant-gagnantes. Et c'est vrai dans les contrats, quand vous aurez des contrats négociés. C'est vrai dans la vie, c'est vrai dans tout. Même dans la relation avec vos enfants qui veulent peut-être voir un match de foot et voudraient qu'ils fassent des études, trouver une approche gagnant-gagnante en permanence, c'est mieux pour tout le monde et ça fait avancer le monde dans le bon sens. Et cherchez à comprendre avant de vouloir être compris. Le deuxième message, l'homme a besoin d'une chose, de reconnaissance. On est tous nourris de reconnaissance. On a besoin du regard des autres, on a besoin d'être connu. Moi, je vous encourage à faire preuve d'humilité et de vraiment chercher à comprendre l'autre. Et c'est très rare qu'on arrive, parce qu'on dit il faut écouter activement. C'est quoi écouter activement? C'est peut-être poser 3 fois le pourquoi pour comprendre ce que l'autre a vraiment en tête au fond de lui. Peut-être qu'il est introverti, peut-être qu'il vous dira pas de la première fois. Donc cette capacité à aller chercher à comprendre l'autre, avant de vouloir être compris soi-même, c'est une grande force quand vous êtes en relation avec les autres. Donc je vous encourage à l'appliquer aussi. C'est pas toujours facile parce qu'on a besoin de reconnaissance, on veut montrer qu'on sait, on veut montrer notre point, et on a tendance parfois à ne pas faire cette démarche. Et les synergies, c'est pareil. C'est essayer de trouver les synergies, c'est-à-dire les choses qui créent plus de valeur tous ensemble. La dernière, je l'aime bien aussi. Je la traduis comme maintenir l'outil de travail en forme. Ça veut dire, c'est très bien d'être intellectuellement puissant, c'est très bien d'apprendre plein de choses. Faites du sport, gardez en forme, faites de l'exercice, parce que le corps a besoin d'être en forme. Et c'est très important de trouver cet équilibre-là, y compris physiquement. J'ai hésité à mettre cette slide, je me suis dit, elle serait peut-être provocatrice, et puis j'ai dit, bon,
c'est pas grave. J'ai rajouté surtout. Ce que je veux dire par là, c'est, je parle de la loi de l'école et la loi assez fraîche. Je parle de la loi de l'école et de la nature. Je vais y revenir. Ah, c'était juste avant. J'aurais dû vous le dire là. Hop, j'ai fait une bêtise. Ouais, c'est pas grave. Je vous la remets 2 secondes parce que je voulais partager un truc sur. Ok, hop. Quand on est sur la loi de la nature versus la loi de l'école, l'exemple qui avait été dit, c'est vous avez le baccalauréat, par exemple. Vous pouvez peut-être ne pas étudier de septembre à décembre, et puis au mois de janvier, vous mettez à fond à bachoter, à travailler, et vous allez passer l'examen. Vous avez votre bac. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bravo, c'était comme ça qu'il fallait faire. J'ai eu mon bac. Pas besoin de travailler de septembre à décembre. En bachotant 6 mois avant, je l'ai eu. Faire. La nature, ça marche pas comme ça. Les relations humaines, ça marche pas comme ça. Vous pouvez pas négliger les relations humaines, vous pouvez pas négliger les autres et le temps pendant 6 mois, et puis après dire t'inquiète pas, maintenant je vais t'envoyer des chocolats ou des fleurs tous les jours, tu vas voir, ça va être génial. Ça marche pas comme ça. Les vaches, c'est pareil. Vous pouvez pas ne dire pendant une semaine je vais pas te traire, mais la semaine prochaine je vais te traire 2 fois plus. Ça ne marche pas comme ça. La nature ne marche pas comme ça. Donc ayez juste conscience de ça, entre la différence de la loi de l'école et la loi de la nature. Et donc là, c'est un autre exemple où moi, mon expérience, dans les dirigeants que j'ai autour de moi, je vous garantis, ils sont tous intelligents. Donc ils sont tous avec un QI assez élevé. C'est ce que beaucoup de gens définissent comme intelligence. Mais ce que je trouve qui les différencie le plus, et ce que je vous encourage à être conscient et à travailler, c'est l'intelligence émotionnelle. Il y a beaucoup plus d'écart type dans l'intelligence émotionnelle que dans l'intelligence qu'on appelle le QI. Donc, à un certain niveau de sélection, c'est la courbe là-bas, les gens ont un QI très élevé. Bon. Eh ben, l'élément différenciant, c'est pas le QI, c'est l'intelligence émotionnelle. Alors, je sais même pas si c'est bien de définir dans un ratio, parce que je déteste les ratios, mais c'est la notion d'être capable de s'adapter, de comprendre le contexte, d'avoir des approches qui sont adaptées au contexte dans lequel vous évoluez. Et donc ça demande de l'écoute, de l'humilité et de la compréhension. C'est ces mêmes notions que vous allez retrouver partout. C'est ça qui fait la différence et qui fait en réussir certains plus que d'autres. Le tit for tat, c'est pour partager une notion que je trouve géniale. J'ai gagné plein de t-shirts quand j'étais à Stanford. J'ai eu la chance d'aller étudier à Stanford. Ils m'ont donné plein de t-shirts parce que j'avais lu le bouquin une semaine avant. Et on était dans une formation sur les prix. Alors on vous met dans un ordinateur, on vous demande, vous faites des stratégies de prix sur les produits. J'ai raflé tous les t-shirts. Et en fait, juste parce que j'avais lu le bouquin une semaine avant. Alors je vous explique le bouquin. C'est la théorie des jeux. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui connaissent la théorie des jeux? Ouais, sympa. Donc la théorie des jeux, je vais résumer très simple. Vous avez une relation entre deux systèmes. Soit les deux systèmes sont fiables ou bons, on va dire bon et bon. Soit il y en a un qui est mauvais. Et donc la relation, il y a 4 options là nouveau. C'est comportement bon et bon et mauvais et bon, mauvais, mauvais. C'est les 4 options. Et donc on a demandé à toutes les universités du monde de chercher un système, un modèle mathématique qui pourrait gagner ce jeu avec n'importe qui. Alors je ne vais pas tout dérouler parce qu'il y a plein de choses et c'est très riche, très intéressant. Vous pouvez lire le livre, il s'appelle Tit for Tat, voilà, les origines de vertu. Vous pouvez lire le livre. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un système qui n'a jamais perdu. Il y a un modèle mathématique qui n'a jamais perdu à ce jeu, dans la durée. En fait, vous pouvez jouer le jeu 1 fois ou 2 fois, mais là je préfère pas vous en parler parce que c'est pas des bons apprentissages, ou vous jouez le jeu de manière indéfinie, c'est-à-dire plusieurs fois. Avec un fournisseur, par exemple, avec un partenaire, etc. Donc là, ce jeu du Tit for Tat, il est dans la durée. Et là, il y a un modèle qui n'a jamais perdu. Ceux qui connaissent, ils savent quel est le modèle? Y égale X moins 1. Ça, c'est pour vous, parce que vous êtes ingénieur. Je vais vous la faire en littéraire. Y égale X moins 1, ça veut dire, le premier coup, vous le jouez toujours gentil. Donc vous commencez une relation avec quelqu'un, vous êtes toujours bienveillant. Toujours essayer de construire de positif. Le deuxième coup, vous jouez ce que l'autre a joué au coup d'avant. Et le truc incroyable de ce système, c'est que je vous ai dit, il a jamais perdu. Je vous ai jamais dit qu'il avait toujours gagné. Il a jamais perdu. Il peut pas gagner. En définition, il est dans l'équilibre du partage de la valeur. Donc je vais pas m'y attarder, mais c'est quand même très intéressant parce que ça marche sur les prix. Je vais pas non plus m'attarder, mais sur les prix, quand quelqu'un augmente un prix, si vous augmentez le prix, il continue à augmenter les prix, vous augmentez les prix, logiquement, tout le monde va y gagner plus, ceux qui vendent, en tous les cas. À l'inverse, quand on se coupe les prix, c'est l'inverse. Avec l'éducation des enfants, c'est pareil. En littéraire, je vous la fais. Vous êtes gentil. Si l'autre n'est pas gentil, c'est œil pour œil, dent pour dent.
Ok? Donc c'est pas tendre la deuxième joue, mais c'est en fait renvoyer l'ascenseur. Et la troisième, c'est être capable de pardonner. Et je vous garantis que dans l'éducation des enfants, c'est pareil. C'est-à-dire que si votre enfant triche ou ment, il vaut mieux le punir. Donc là, c'est œil pour œil, dent pour dent. Et ensuite, il faut être capable de pardonner, sinon on ne peut jamais reconstruire, on ne rentre jamais dans une dynamique positive. Parce que quand l'autre a commencé à jouer mauvais, vous jouez mauvais au coup d'après. Il va jouer mauvais, mauvais, mauvais. Si à un moment il joue bon, il faut revenir sur une dynamique constructive. Il faut pardonner et repasser sur une dynamique constructive. Sinon, vous cassez le système. Voilà. Je suis désolé, je me suis attardé un peu, mais je vous encourage à lire le livre, c'est super intéressant. Après, je me suis dit, qu'est-ce qui est important dans la vie? Bon, c'est d'essayer d'être heureux. Le bonheur, moi j'ai réfléchi, je me suis dit, il y a deux choses d'atteindre le bonheur. Soit vous êtes très amoureux ou passionné, alors ça peut être pour quelqu'un ou pour quelque chose, hein, peu importe, mais vous êtes super passionné et vous aimez ce que vous faites à fond, et là normalement vous ne posez pas de questions. Soit vous avez eu des déceptions, et ben cherchez l'équilibre. Alors l'équilibre, il n'est pas facile à trouver, il est très fragile, mais c'est aussi quelque chose de très intéressant à aller chercher. Et dans l'équilibre, je vous ai mis une phrase là sur le CEO de Coca-Cola qui avait fait ça. En gros, ça revient aussi à prendre en compte ce qui est important dans la vie. Vous êtes en permanence en train de jongler avec des boules. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que il y a certaines boules qui sont en cristal ou en verre, la santé, la famille, les amis, et puis il y a des boules qui sont en caoutchouc, le travail, l'argent. C'est-à-dire, vous en perdez, vous en gagnez, vous en perdez, vous en gagnez, vous changez de job. C'est pas dramatique, ça va pas vous affecter si vous êtes construit intelligemment et que vous êtes fort, ça vous affectera pas. Par contre, si vous avez perdu la santé, ça peut être irréversible. Une autre chose que j'ai toujours dit à mes enfants, j'ai dit, faites tout ce que vous voulez dans la vie, tout. Sauf ce qui est irréversible, ou alors, quand vous le faites, quand ce qui est irréversible, pensez-y, mais vraiment, vraiment bien. Donc voilà, éclatez-vous sur plein de choses, mais faites attention à ça. Et s'il y a une chose que je vous suggère aussi, c'est d'apprendre, pas non seulement lire, mais apprendre, tu seras un homme, mon fils. Je l'ai lu quand j'avais votre âge, et je l'ai mis là, mais vous pourrez la retrouver sur Internet. Je vous encourage à la lire, elle est d'une richesse. J'ai jamais trouvé un document qui était aussi riche que celui-là. Et je vous encourage vraiment à le lire à plusieurs reprises. Ça vous servira à un moment dans votre vie. Peut-être pas maintenant, peut-être dans 10 ans, 20 ans, mais ça vous servira à un moment dans votre vie. Vous connaissez peut-être, mais c'est toujours intéressant. Now, I want you to recognize that this jar represents your life. Golf balls are the important things, your family, your friends, your health, and your passions. The pebbles are the other important things, your car, your job, your home. The sand is everything else, it's just a small stuff. Now, if you put the sand in the jar first, you won't have room for the pebbles or the golf balls. The same is true in life. You spend all your energy and your time on the small stuff. You won't have time for all the really important things that matter to you. Pay attention to the things that are critical to your happiness. Take care of the golf balls first, the really important things. Set your priorities, because everything else is the same. Yes. Professor, what happens with Europe? I'm glad you're right. It goes to show that no matter how full your life may seem to be, there's always room for company. Je ne sais pas si vous avez tout suivi, c'est en anglais et traduit en espagnol en dessous, mais donc tout ça pour dire que vous devez mettre les choses les plus critiques à votre bonheur en premier, et ça a l'air très facile à dire, mais vous verrez que la vie forcera souvent dans l'autre sens. C'est l'avant-dernière slide, c'était juste pour, mais j'ai déjà partagé ça, l'important, l'urgent, gardez ça en tête. Il y a autre chose que je peux vous conseiller, il y a deux types de choses dans la vie qui vous affecteront, ce que vous pouvez changer, ce que vous pouvez pas changer. Il y a des choses que vous pouvez pas changer dans la vie. Et très souvent, ça polluera votre vie.
je vous conseille de l'évacuer, de pas vous mettre d'énergie. C'est une force que j'ai qui me permet d'avancer parce qu'il y a tellement de trucs qui polluent ma vie tout le temps. Si je commençais à me mettre à travailler sur ce que je peux pas influencer, je deviendrais fou. Donc, ma solution est de mettre toute mon énergie sur ce que je peux changer, peut influencer. Mais ce que je peux pas changer, qu'on appelle la zone de préoccupation, d'accord, mais que je ne peux pas changer, la guerre en Ukraine, l'inflation, les taux de change, et je vous en passe des meilleurs, le prix de l'essence, je passe à autre chose et je fais avec et je m'adapte. Parce que si je veux commencer à mettre d'énergie sur des choses que je peux pas changer, vous vous effondrez derrière. Donc, je vous encourage juste à réfléchir là-dessus aussi. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Je vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est aussi une phrase qui m'a fait beaucoup réfléchir dans ma vie. Tout ce qui n'est pas donné est perdu, et je vous laisse y réfléchir par vous-même. C'est ma dernière slide. Simplement, j'étais intéressé de voir que le présentateur avant a mentionné ça. Restez jeune, restez positif. Alors on s'est pas parlé, mais ça serait mon conseil pour terminer. Restez jeune, restez positif, et croyez pas que la jeunesse c'est un âge, c'est un état d'esprit, c'est une manière de penser, c'est une manière de voir, c'est sortir de sa zone de confort. La plus belle lettre que j'ai vue à ce sujet, elle était peut-être pas pour quelque chose de bien, c'était pour envoyer des gens à la guerre, mais c'était une lettre du général MacArthur, et il disait c'est une victoire du goût de l'aventure sur l'amour du confort. Et c'est la capacité à rester réceptif. Donc, comme je trouve qu'il y a eu pas mal de silence, je ne sais pas si vous avez tous été réceptifs, mais si vous avez gardé une chose ou deux choses qui peuvent vous être utiles dans la vie, voilà, c'était ça l'objectif d'aujourd'hui, c'était de venir partager avec vous pas mal de choses pour que peut-être il y en ait une ou deux qui un jour dans votre parcours, sur 20 ans, 30 ans, 40 ans de carrière, vous soient utiles. Et si ça a été le cas, tant mieux. Et je voulais terminer par la crise en chinois, parce que vous en connaîtrez des difficultés, des crises, des choses comme ça. Il y en aura peut-être au niveau planétaire. Ça se représente par deux symboles. Un qui veut dire danger, un qui veut dire opportunité. Cherchez toujours l'opportunité. Elle y est toujours. Vous la verrez pas, mais elle y est. Et si vous la voyez pas, cherchez-la mieux. Si un jour votre maison prend feu, et vous perdez votre maison, c'est peut-être une opportunité de prendre un sac à dos et d'aller faire le tour du monde. Je suis provocateur en disant ça, mais il y aura des milliards de crises que vous allez affronter dans la vie. Cherchez-y l'opportunité, il y en a toujours. Et si vous la voyez pas, c'est que vous la cherchez pas assez. Voilà. J'avais une dernière petite vidéo pour vous faire sourire en disant, il y a autre chose qu'il faut que je vous dise, c'est, je vous ai parlé du conformisme, tout ça. Essayez d'être créateur de valeur, n'essayez pas d'être trop conformiste, surtout riez, amusez-vous et profitez de la vie. Et je termine avec une petite vidéo qui, je crois, va vous faire rire. Comme il est beaucoup meilleur orateur que moi, je me suis dit, je vais mettre la vidéo, ça sera plus sympa pour vous. Il est ingénieur, hein? They can't solve any problems, but they can identify them. That's an accountant. An accountant will go, you gotta fix this. Over here, if you're into drinking and you have people skills, you're in sales. Way up. That's always the loudest yell. Without fail, the loudest. Over here, if you're heartless and you have OCD, you're in human resources. No heart whatsoever. And if you're heartless and into drinking, you're a lawyer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sébastien. Je ne sais pas si maintenant je saurai
oser entreprendre. Je ne sais pas, je me sens tout petit et plein d'humilité à la suite de cette conférence. Oui, voilà, je me sens plein d'humilité à la suite de cette conférence. Donc, je ne sais pas si en 10 secondes, vous avez compté combien il y avait de filles dans l'amphi ? 14. Bon, c'était un test. Hein. Bon, merci en tout cas. Alors, on va passer aux questions. Je sais qu'il y en a d'entre vous, beaucoup d'entre vous qui en ont préparé. Donc, c'est le moment de dire, préparé ou pas, c'est le moment de passer aux questions et Sébastien va vous répondre. Oui, n'hésitez pas, hein, les questions, elles peuvent être spontanées, elles peuvent être d'aujourd'hui, enfin voilà. L'idée, c'est de partager, donc il nous reste 20 minutes ou 25 minutes, profitez et partagez. Si je peux être utile à quoi que ce soit, ça me fera plaisir. Casser le conformisme, n'hésitez pas à poser des questions qui n'étaient pas prévues. Alors on a un micro qui doit marcher, je crois, attendez, bougez pas. 1, 2. Vous regardez s'il marche, je ne sais pas s'il marche. Voilà, ça va être sympa, on va faire ça de manière dynamique. Sinon, il faut parler très fort. Mais debout et on parle très fort. Mets-toi debout et parle fort. Voilà. Lequel ? S'il y en a un conseil pour les nouvelles générations. Ouais, c'est une très bonne question. Eh ben, le conseil principal, il est peut-être bateau, mais si vous l'appliquez vraiment, il n'est pas bateau. Il est soyez vous-même. Soyez vous-même. Soyez vous-même, ça veut dire une chose pour moi. Si vous faites semblant, si vous avez un masque, etc., vous allez perdre du temps. Vous allez perdre du temps, soyez vous-même. Si vous n'êtes pas accepté, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être humble et travailler sur soi pour s'améliorer. Ça ne veut pas dire je suis moi-même et c'est moi qui est tout vrai et c'est moi qui suis la vérité et les autres doivent s'adapter à moi. C'est pas ça que je dis. Mais je dis soyez vous-même. Travaillez sur vous, faites ce que vous pouvez pour vous améliorer, écoutez, mais soyez vous-même. Soyez vrai, soyez authentique. Voilà. Soyez authentique, soyez vous. Vous gagnez du temps. Vous avez parlé des 7 habitudes pour réussir. Est-ce qu'il y aurait des compétences essentielles pour réussir dans la vie active et comment est-ce qu'on pourrait les acquérir ? Les compétences essentielles pour réussir dans la vie active, déjà ça dépend de chacun d'entre nous, mais moi ce que je dirais c'est ce que j'ai expliqué sur la partie intelligence émotionnelle, etc. Donc c'est voyager, ouvrez-vous sur le monde, allez connaître les autres, c'est ça les vraies compétences. Les compétences métiers, vous les apprendrez dans des formations, vous les apprendrez dans votre travail, vous les apprendrez sur le job. Donc les compétences métiers, c'est quand vous pratiquerez un travail, le collègue vous assignera, il faut tourner le truc à droite, il faut le tourner à gauche, l'ordinateur c'est comme ça. Vous apprendrez ça, soit dans des formations cadrées, soit sur le job. Mais la plus grande richesse humaine, c'est cette intelligence contextuelle, d'adaptabilité et d'intelligence émotionnelle. Et ça s'apprend en voyageant, en rencontrant les gens, en étant ouvert, en étant réceptif. Donc il y a beaucoup de mots que j'ai partagés avec vous, c'est ça que je vous encourage à faire. Voilà. C'est ça qui vous fera réussir, c'est cette capacité à vous adapter. Donc voilà, voyagez, ouvrez-vous sur les autres. Merci, c'est gentil. Comment la réussite professionnelle peut être mesurée au-delà du diplôme ? La réussite professionnelle, elle est individuelle. En fait, vous allez découvrir que dans la vie, vous êtes en concurrence. Vous savez contre qui vous êtes en concurrence dans la vie ? J'ai rien à vous apprendre. Vous êtes en concurrence contre vous-même. Mais vraiment, vraiment. Donc la réponse à votre question, c'est qu'est-ce qui est important pour vous et qu'est-ce qui peut vous rendre heureux. Et en fonction de ça, votre réussite professionnelle, c'est d'être heureux. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai fait un choix de carrière qui était de vivre là où il y avait du soleil et de la mer. Donc j'ai commencé ma carrière à Rio de Janeiro, au Brésil. Ensuite, je suis allé à Baltimore, aux États-Unis. Ensuite, j'étais à Barcelone et ensuite j'étais à Nice. Alors, vous voyez, ma femme et mes enfants étaient heureux, hein. Ils ont vécu au bord de l'eau et avec du soleil tout le temps. Moi, j'ai un peu trimé quand même derrière. Ça n'a pas été simple tous les jours.
Mais j'ai pas fait une carrière ni pour un titre, ni pour un salaire, ni pour une reconnaissance. J'ai fait une carrière pour ma famille, parce que pour moi, ce qui était important, c'est que ma famille soit bien. Et donc, j'ai choisi des villes où je savais que l'écosystème autour de moi serait heureux. Et ça me permettait de m'investir dans ma vie professionnelle. Donc, il n'y a pas de réponse. C'est chacun en fonction de ce qu'il veut. Voilà. Il y en a qui sont plus sensibles. D'ailleurs, je partage avec vous, il y a 7 motivations d'après les spécialistes en ressources humaines. Là aussi, j'aime pas trop qu'on mette des cadres et des trucs. Mais dans les motivations, il y a la sécurité. Souvent, des personnes ont eu des enfances difficiles, etc. Donc, elles osent pas trop, elles sont plus introverties. Donc, ils ont un besoin de sécurité. Il y en a d'autres qui ont besoin d'argent. Donc, c'est l'argent le driver. Il y en a qui ont besoin de reconnaissance. Moi, je. Il y en a qui ont besoin de achievement, de challenge, de défi. Il y en a qui ont, voilà. Donc, il y en a qui ont besoin de liberté. Moi, j'ai besoin de liberté et d'entrepreneuriat, de faire des challenges. J'aime bien ça. Donc, chacun doit comprendre aussi ses drivers, ses motifs, ses motivations à lui. Donc, il n'y a pas de vérité. On est comme on est. C'est souvent le produit de notre enfance, notre éducation. Mais essayez au moins de vous comprendre. C'est ce que je disais avec Confucius. Faites un tour de vous-même. Comprenez ce qui vous fait marcher vous. Voyez si c'est bien ou pas bien. Et en fonction de ça, vous cherchez ce qui vous correspond. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions différentes parce que quand je suis venu, j'étais stressé. La dernière fois qu'ils ont un truc sur l'imagerie du scan. Je dis mais moi l'imagerie du scan, scanner ou je sais pas quoi, je suis pas du tout là-dedans. Donc je me dis je sais pas quoi. Donc j'ai dit je leur fais un fourre-tout de ce que j'ai appris dans la vie et puis si ça peut leur être utile, tant mieux. La réponse est difficile. J'ai juré d'être authentique, je vais l'être. Ça sera enregistré, ça va poser des problèmes graves, mais j'espère que tout ce que j'aurai donné d'intelligence à mes enfants lui permettra de surmonter ça, s'ils écoutent la vidéo jusqu'au bout. C'était la naissance de mon premier enfant. Et donc je dois préciser que je le fais parce que je suis authentique et sincère, je ne sais pas être autrement. Que la naissance du deuxième enfant est tout aussi importante que le premier. La seule chose, c'est que quand vous avez vécu la première fois quelque chose qui est si émotionnant, et quand je vous le dis, c'est que j'ai appelé mes parents pour leur dire, j'étais pas capable de parler. Je suis resté pendant 10 minutes à pleurer au téléphone, j'arrivais pas à dire un mot. C'était un truc de fou. Et donc, la naissance du premier, même si je les aime tous pareil, et la folie, voilà. Mettez-vous plutôt en centrale. Vous, en tant que patron ou même potentiel recruteur, pour vous, un ingénieur, à l'heure actuelle, ça doit avoir quoi comme qualité? Qu'est-ce que vous cherchez en fait chez les ingénieurs qu'on sera demain? Ça dépend des positions pour lesquelles on les recrute, je crois. Donc, on a des ingénieurs qui ont par exemple, nous, on cherche pas mal d'ingénieurs avec des compétences dans la production, dans la biologie, etc. Donc, ça dépend des positions pour lesquelles on les recrute. Donc, là, pareil, il n'y a pas une réponse standard. Quand on recrute un ingénieur, ce qu'on aime bien, c'est d'imaginer que quand on recrute quelqu'un, c'est pour le long terme, nous. On est une société familiale, investie dans la durée, on n'est pas à faire des quick wins, donc on essaie de construire de la valeur dans la durée. Donc c'est d'imaginer que l'ingénieur qu'on recrute a du potentiel de développement. Et donc le potentiel de développement, c'est sa capacité à se développer, à s'adapter et à grandir dans la société. Et donc c'est des compétences qui sont souvent dans qui il est. Pas ce qu'il sait faire, mais qui il est. Et qu'est-ce qu'il va pouvoir, avec qui il est, évoluer dans la société. Donc c'est surtout des capacités d'adaptabilité. Vous savez, on parle souvent de la notion de talent. C'est à différencier un talent d'un top performer. Un top performer, c'est quelqu'un qui est très très bon dans ce qu'il fait. Le meilleur vendeur, le meilleur gars à la production, le meilleur gars à la R&D, c'est des top performers. C'est pas nécessairement des talents. La notion de talent, c'est pour nous la notion de quelqu'un qui est capable de se développer, donc d'apprendre de nouvelles compétences, d'évoluer dans la structure, de prendre d'autres postes, y compris des postes de management, qui demandent des soft skills, qui demandent la capacité à se relationner aux autres et être un leader. Alors, j'ai pas parlé de leader, mais on m'a posé la question une fois dans une interview, c'est quoi un leader? Je m'attendais pas. Donc, c'est sorti de nouveau du cœur et j'ai dit 2 choses. Confiance et bienveillance. Confiance, ça veut dire quoi? Confiance, pour moi, ça veut dire ce que vous avez demandé tout à l'heure, l'authenticité, être soi-même, être vrai, parce que les gens vous suivent pas s'ils sentent que c'est pas vrai. Ils vous suivent s'ils sentent que c'est vrai.
que vous êtes authentique, vous êtes sincère. Mais être authentique et sincère, ça suffit pas, parce que si vous n'êtes pas bienveillant pour eux, ils n'ont pas envie de vous suivre non plus. Mais les deux notions, ça résume bien le leadership. Donc, ce qu'on cherche, c'est des personnes sur lesquelles on sent que c'est authentique, on sent que c'est vrai, on sent qu'il est lui-même. Et ensuite, on sent qu'il a une volonté d'apprendre, d'humilité et de progresser. Et c'est le type de choses qu'on cherche, en plus du savoir-faire et du métier. Voilà. J'espère que j'ai répondu. Bonjour. Je suis là. Bonjour. Ma question, c'est au début, du coup, vous avez eu des doutes quand vous êtes lancé dans ça. Comment vous avez fait pour aller au-delà de vos doutes et est-ce que vous avez douté encore quand vous étiez dedans et comment vous avez fait pour contrer ça? Bah, si je vous raconte ma vie, alors je sais pas. La fois où j'ai douté le plus, c'est quand je suis parti au Brésil. En fait, parce que j'avais fait une action humanitaire pendant 2 mois au Brésil, donc je parlais 3 mots de portugais. Hein. J'avais aidé des enfants abandonnés au nord du Brésil. Donc, quand vous avez 20 ans, vous n'avez pas de curriculum, donc vous mettez, j'avais pas de job ni rien, donc j'avais mis notion de portugais, etc. Et j'ai eu un job au Brésil et j'ai dit oh là là, quand je vais arriver, ils vont penser que je parle le portugais, je parle pas un mot. J'ai passé les 11 heures dans l'avion à potasser le portugais. J'étais stressé comme ça. Je dis, et la personne qui est venue chercher à l'aéroport, elle parlait français couramment. Et donc, j'ai dit, ça servait à rien de me stresser. Mais c'est une très très bonne question. On se forme en fonction de nos expériences. J'ai eu énormément de chance. Tout ce que j'ai fait, je l'ai réussi au début. Ce qui fait qu'à chaque fois que j'ai échoué, je l'ai même pas vu que j'ai échoué. C'est-à-dire que je repartais. Et si vous faites 10 choses, enfin, vous tentez 10 choses et vous en réussissez 8, les 2 fois, ça glisse, ça n'a pas d'importance. Et donc, vous continuez. Si vous commencez une chose, vous prenez un mur, vous prenez une chose, vous prenez un mur, vous êtes tendance à dire j'arrête parce que j'ai pris des claques de dingue. J'ai déménagé aux États-Unis en 2000. Je vais pas vous refaire les détails de ma vie, mais en 2000, c'est le moment des dot-com et les bulles Internet. Bien sûr, quand vous partez du Brésil, j'investis aux États-Unis. Le lendemain matin, j'avais perdu tous les investissements. Pour vous dire des choses comme ça qui nous sont arrivées dans la vie, qui sont, on en prend des claques. Mais si vous avez sur 10 fois, 8 fois réussi, ça glisse et vous avancez. Donc, n'ayez pas de doute. La seule conseil que je vous donne, c'est faites des choix qui vous ouvrent un maximum de possibilités, parce que vous n'avez jamais ce que vous voulez. Moi, j'ai fait vétérinaire pour m'occuper des vaches dans une ferme. J'ai vachement mal terminé, hein, sincèrement. Et puis en plus, je dis après, à 40 ans, j'irai mettre une clinique à Tahiti et j'irai m'installer à Tahiti. Bon, je suis directeur général d'une société de pharmacie à Nice. Alors, j'ai tout échoué de ce point de vue-là. Mais en fait, l'apprentissage de ma vie, c'était que vous devez avoir un but. Vous avez un but, et puis les choses bougent autour de vous, et puis vous ajustez en permanence. Et tous les gens qui ont réussi, y compris ceux qui ont gagné beaucoup d'argent, des entrepreneurs, etc., des gens qui étaient millionnaires à 30, 40 ans, quand je leur parlais, mais comment t'as fait? Ils ont jamais fait le plan initial, mais jamais. Moi, j'avais un bonhomme, j'avais 20 ans, il m'avait invité chez lui à Rio, il avait un appartement qui était 300 mètres carrés face à la mer. J'ai dit, mais comment t'as fait? Il dit, je voulais faire du trading avec les Chinois sur les matières premières, et puis ça n'a pas marché, alors j'ai fait ça, et puis ça n'a pas marché, et puis j'ai fait ça, et puis ça a marché. Voilà, donc osez, faites, soyez juste, laissez-vous des portes ouvertes, c'est juste ça. Mon grand-père disait une main pour le marin, une main pour le bateau. C'est une autre manière de penser. Sécurisez-vous quand même, faites pas n'importe quoi, mais voilà. Avant cette question, j'ai juste envie de dire, vous dites il y a la chance, mais il y a aussi beaucoup de travail derrière, parce que on teste beaucoup et finalement, à un moment donné, mais c'est pas que de la chance. Alors, vous savez ce que c'est la chance? Ça va répondre à votre question. Qui sait quelle est la définition de la chance? Ah, il y en a une qui est géniale. Alors en anglais, et après je vous la fais en français. Chance is when preparation meets opportunity. C'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Je vais vous la faire plus détaillée. Tous d'entre vous allez être exposés à des opportunités de dingo. Tous. La plupart d'entre vous ne vont même pas les voir. Et vous ne verrez pas les opportunités qui se présentent à vous parce que vous n'êtes pas préparés à les saisir. Donc mon conseil, c'est préparez-vous, soyez attentifs, et quand les opportunités passeront, faites le choix de celles que vous prenez ou pas. Mais si vous n'êtes pas préparé, vous ne les verrez pas. Donc ce que j'ai fait en fait, et c'est peut-être là où je vous rejoins, c'est pas que de la chance, c'est de la chance. Les opportunités, elles sont là tout le temps. C'est que quand j'ai voulu, j'étais vétérinaire, quand j'ai fini par atterrir dans une entreprise, et ça va vous arriver, il fallait faire un MBA à mon époque. Alors on me dit MBA, faire un MBA de quoi? Marketing. Ouais, tout le monde faisait. À mon époque, tout le monde faisait un MBA de marketing. Moi, j'avais passé 2 ans sur le terrain.
J'ai marketing, mais marketing, c'est du bon sens. Il y a un bonhomme en face, il veut acheter le produit, on comprend ce qu'il veut. Qu'est-ce que je vais apprendre à l'école marketing? Je vais rien apprendre en marketing. J'espère que je vais avec ces personnes. Il y a un truc que moi j'ai besoin d'apprendre, c'est la finance. La finance, je l'invente pas. Il y a des trucs que je comprends pas à la finance. Donc j'ai fait un MBA en finance. Et en fait, je me suis dit, j'avais une éducation vétérinaire, donc scientifique. J'ai passé 2 ans à faire de la vente et du marketing sur le terrain avec du bon sens. J'ai appris en MBA à l'école la finance. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis des cordes à mon arc pour pouvoir saisir un maximum d'opportunités quand elles se présenteront. Donc ça revient à dire, gardez un maximum de portes ouvertes, laissez-vous un maximum d'horizons, essayez d'acquérir des compétences, et puis ensuite soyez attentifs à ce qui se passe. Voilà. Pardon? Le micro n'a pas marché. Si vous aviez une chose à dire au bout du passé, qu'est-ce que ce serait? Si j'avais une chose à dire, mais j'ai pendu la au cours du passé? Au goût du passé? Ah! Mon jeune moi. Si j'avais quelque chose à dire à mon jeune moi. C'est difficile parce que je me pose souvent la question qui reviendrait à dire est-ce que je ferais les choses différemment? Il y a une chose que je peux vous dire mais vous la comprendrez pas. Et quand je dis ça, il n'y a aucune arrogance. C'est parce que j'ai toujours entendu genre de me dire ça et j'ai jamais compris. Je commence à peine à le comprendre maintenant. C'est que ça passe très 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 vite. Et en fait, je vous explique pourquoi vous pouvez pas le comprendre parce qu'à 20 ans, on a l'impression que la vie, on a du temps. Et à mon âge, on commence à dire, oh là là, j'ai mal au dos là, je peux plus bouger. J'ai un truc qui fait mal. Et puis alors, la santé, je vous explique aussi un truc. Tiens, la santé, c'est pas comme ça. Hein. La santé, c'est comme ça. C'est des marches d'escalier. J'ai fait un marathon il y a 5 ans. Et puis, vous faites une chute de ski, une connerie, et hop, vous avez un truc qui pète. Et là, vous revenez jamais là où vous étiez. Hein. Jamais. C'est des marches d'escalier. Donc, la seule chose, c'est vraiment avoir conscience que la vie est pas aussi dangereuse qu'on peut l'imaginer. Donc, prendre peut-être plus de risques encore. Ouais, j'aurais pris plus de risques. Voilà. J'aurais pris plus de risques. J'aurais osé plus. Si je devais dire, moi, quand j'aurais osé plus. En fait, je venais d'un monde où mes parents avaient peur. Quand je suis parti au Brésil, ça avait fait peur à tout le monde. Et pour être honnête, je suis allé au Brésil pour faire un truc humanitaire. Il y avait un char dans la rue, parce que j'étais à côté d'un bidonville, juste en face de mon immeuble. Et donc, c'est vrai que c'était pas très rassurant en 94, quand même. Hein. Le Brésil en 94, c'est pas le Brésil d'aujourd'hui. Et donc, mes parents n'avaient pas voyagé, n'avaient pas vécu l'étranger. À mon époque, on voyageait pas autant que ça. L'international, c'était pas ce qu'il était. Hein. C'était pas les mêmes aventures. Donc, j'ai été celui qui a osé le plus de toute la famille, mais j'ai osé avec derrière des alarmes permanentes. Donc, j'aurais enlevé les alarmes. J'aurais osé encore plus. Voilà. J'aurais fait encore plus. Merci. Allô? Oui, est-ce que entre le moment où vous étiez étudiant ou enfin vous étiez peut-être fauché, je sais pas, mais en tout cas vous n'étiez pas forcément très riche, et maintenant est-ce que vous avez changé le système monétaire mondial, et est-ce que vous pensez que ça peut continuer à fonctionner, un système qui se base exclusivement sur la confiance dans un monde où on a de moins en moins confiance? Alors, il y a un petit morceau de la phrase, ça a coupé. Donc j'étais fauché, oui, mais après j'étais fauché, oui, je le rassure. Attends, il ne marche pas le micro. Ah oui. Ah. Waouh. Ça, c'est pas facile de répondre rapidement. Alors, j'étais fauché, j'ai dormi à l'école vétérinaire pensionnaire dans 12 mètres carrés, mais j'ai pas à me plaindre. Hein. Le système monétaire, j'y comprenais rien à l'époque, mais j'ai fait mon MBA au Brésil, c'était vachement intéressant parce que là, pour le coup, il y a les taux de change, les inflations, les dévaluations, etc. Donc, j'ai appris beaucoup de choses sur ça. Là, pareil, mettez-y une dimension internationale, vous verrez, c'est très différent parce que l'inflation, la dévaluation, quand on est passé du franc français à l'euro, etc., quand vous avez vécu dans des pays comme ça, vous avez une notion différente de ces choses-là. Je ne sais pas répondre vraiment parce que je crois que le Covid a forcé à penser certains systèmes différemment. C'est-à-dire qu'on parlait de la dette. Je vous rappelle, les élections françaises se sont jouées sur un sujet, on a trop de dettes, c'était en 2018, je sais plus. Et juste derrière, le Covid, et là, on ouvre les vannes et on dépense à gogo.
Donc aujourd'hui, j'ai presque envie de dire, je vais répondre à côté, mais je vais répondre à quelque chose qui peut vous être utile aussi dans la vie, que je ne vous ai pas cité parce qu'il y avait tellement de choses, j'ai essayé de faire le choix. Vous avez lu le bouquin Sapiens? Il est très très connu, donc je ne l'ai pas mis parce que je pensais que tout le monde l'avait lu celui-là, mais vous l'avez pas lu. Encourage à le lire quand même. Il est sympa. Sapiens, ça, je sais plus comment est le sous-titre, c'est en un bouquin, ça vous explique l'histoire de l'humanité. Résumé. Il y a une notion qui est super intéressante. Il dit il y a deux choses dans la vie. Il y a l'argent, les pays, le système monétaire, etc. Tout ça, c'est de l'illusion. Parce que ce sont des conventions humaines. Le jour où l'humain disparaît, tout ça disparaît. Les oiseaux, ils ne s'arrêtent pas à la frontière italienne pour demander un passeport. Il faut juste qu'on ait conscience de ça. La notion de pays n'existe pas. Je ne veux pas dire c'est une bêtise, mais presque. C'est une convention humaine. Ça n'existe pas un pays, c'est une convention humaine. Le jour où il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de pays. L'argent, c'est pareil. Le système financier, c'est pareil. C'est des conventions humaines. Donc j'en reviens à mon point, que ça devrait servir l'homme. Donc le système financier devrait servir l'homme. On a vu que pendant le Covid, ça a essayé de faire ça, puisqu'en mettant de l'argent dans le système, l'inflation qu'on a d'aujourd'hui, elle vient de là. Hein. Moi, je vais vous dire honnêtement, j'ai été choqué. Le jour où les actions, la bourse a plombé en mars 2020, j'ai des investisseurs américains qui viennent me dire, n'inquiétez pas, on a calculé, le monde va perdre 2 milliards, des trilliards de dollars. 2000 milliards, 2 trilliards. Nous, le système américain, il injecte 3 trilliards. Donc tout va monter. Tout va. Alors moi, j'ai un peu de mal. Hein. Je suis vétérinaire, les chiffres. Hein. Et en fait, c'est ce qui se passe. On a mis tellement d'argent dans le système que le système il est parti. Il y a trop d'argent dans le système. Alors effectivement, il y a une perte de confiance, d'où les autres choses comme les bitcoins, etc. On peut discuter des bitcoins aussi. Mais donc je ne sais pas répondre précisément à ça. Je crois que le système, il gère des équilibres. Et que tout le monde essaie de maintenir les équilibres le plus longtemps possible. Voilà. Il faut juste que vous soyez conscient de ça aussi. On peut critiquer les uns les autres, mais je crois que ce que les gens font, c'est essayer de garder les équilibres le plus longtemps possible. Moi, c'est ce que je fais aussi. Hein. Je suis conscient que le système n'est pas parfait, mais c'est difficile de le faire plus parfait. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de maintenir les équilibres pour que on progresse tous ensemble et que tout le monde ait une chance de réussir dans le système d'une manière ou d'une autre. Voilà. Les bitcoins, je vous dirais juste un truc. J'avais une phrase là que vous avez peut-être pas vu parce que j'ai pas eu le temps de mettre. Tout se résume à de l'énergie et de la data. J'avais une phrase comme ça serait un peu long à détailler. Mais le Bitcoin, pour ceux qui pensent que c'est une monnaie, j'ai eu des discussions très intéressantes. Ça a tous les critères d'une monnaie sauf une. Sauf une. Mais ça, il en manque une, on n'est pas une monnaie. Et le critère que ça passe, c'est la volatilité. Parce que dans une monnaie, vous avez besoin de savoir que quand vous avez acheté votre baguette de pain, aujourd'hui, demain, ça vaut 1 euro, ou 1,10 €, ou 1 euro, 1,10 €. Ça peut pas valoir 5 bitcoins ou 0,005 bitcoins, et puis le lendemain matin, 0,1 bitcoin, et puis le lendemain. Donc, oui, c'est un système qui crée de la confiance. C'est une confiance décentralisée, dématérialisée par le système de blockchain. Oui, ça peut faire du change, etc. Mais le problème, c'est que c'est très volatile. Et une monnaie, par définition, elle ne devrait pas être très volatile. C'est pour ça qu'on fait varier les taux d'intérêt pour essayer de maintenir tout ça. Donc tout ça pour dire, on peut en passer des heures. Voilà. Mais je ne sais pas répondre précisément. Je pense qu'il faut continuer à avoir confiance. Il faut accepter que le système n'est pas parfait et il faut maintenir les équilibres. Tombez pas, tombez pas, tombez pas. Allez, mets-toi debout. Bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, des frontières, etc. Moi, je trouve que juste, c'est pas du tout, j'allais dire, impersonnel, et justement, ça, c'est lié à l'affect de l'humain, et c'est pour ça que c'est important, ce genre de notion. Mais c'est pas du tout ma question. Ce que je voulais vous demander, vous parliez d'intelligence collective tout à l'heure. Jusqu'à où vous pensez qu'on peut aller dans l'intelligence collective? Parce que pour vous mettre sur la voie de ce dont je veux parler, moi je veux parler de l'espace. Notamment, je trouve dommage qu'une espèce intelligente ne puisse pas quitter la planète natale, sa planète natale. Donc voilà, je veux vous demander jusqu'où vous pensez qu'on peut aller. Et une question subsidiaire, parce que on a eu un discours plutôt néolibéral aujourd'hui.
Mais comme l'a dit mon collègue, le monde, notamment économique, il va être en contraction énergétique, etc. Comment ça va se passer? Est-ce que ça va bien se passer? Voilà, c'est la question. Alors, il y a beaucoup de questions. Elles sont toutes passionnantes. Je vais essayer de m'en rappeler et d'y répondre. Alors, d'abord, sur les pays, je suis d'accord. J'ai juste dit que c'était une convention humaine. J'ai pas dit qu'elle n'était pas importante. Mais j'ai dit que c'est une convention humaine. Le jour où l'humain disparaît, il n'y a plus de pays. Après, que pour l'humain, ça soit important, d'accord. Les frontières sont très bougeantes si vous regardez sur 500 ans. Hein. Nice a été italien à une époque, ne l'est pas aujourd'hui. L'Alsace-Lorraine a été allemande, etc. Donc, ça dépend quand est-ce que vous prenez la photo. Mais on est d'accord. Et c'est des unités de religion, c'est des unités de langue, c'est des unités de culture, on est d'accord. Bon. Ceci dit, je vous encourage, il y avait un professeur d'histoire, ça aussi c'est intéressant, un professeur d'histoire qui avait écrit un bouquin en 1970. Le monsieur est mort, le bouquin était manuscrit dans son grenier, son petit-fils l'a retrouvé, il l'a publié. Et il dit, nous sommes des sans-mêlés. Alors, j'ai essayé de comprendre ce que ça veut dire, j'ai lu le bouquin. Et il explique que la France, de par sa position géographique, est un carrefour de l'Europe. Et si vous regardez l'histoire de l'Europe, vous comprenez ce que je veux dire. Entre les Wisigoths qui sont montés du nord, les Huns qui descendaient d'Allemagne, les Normands, les Vikings, etc. Quand vous regardez le patrimoine génétique d'un Français, il n'y a rien de plus mélangé. Donc après, on peut dire ce qu'on veut, mais génétiquement, on est à la confluence de l'Europe. Et le patrimoine génétique des Français, c'est un sang mêlé de plusieurs cultures, de différentes migrations et conflits historiques sur 500 ans. Je refais la parenthèse. Sur l'espace, alors il y a deux questions. Sur l'espace, c'est pas que de l'intelligence collective, c'est aussi de la collaboration entre nations, entre puissances, etc. De y aller. Moi, je crois, je sais pas si j'ai une réponse, dans le sens où je crois qu'il y a la seule limite, c'est la limite biologique ou physique. Voilà. Je crois que la seule limite, c'est la limite biologique ou physique. C'est pour ça que dans les mondes virtuels, j'ai aussi une lecture un peu plus temporisée que d'autres, parce que je pense qu'il y a une vraie réalité physique et biologique. Mais à partir de là, on peut faire plein de choses. Donc la conquête de Mars, elle arrivera un jour. On ira sur Mars et on collaborera sur Mars et on ira sur Mars. Il n'y a aucun doute là-dessus. La question, c'est est-ce qu'on peut sortir du système solaire, si j'entends ce qui est dit. Est-ce qu'on peut sortir en congélant des corps ou des spermatozoïdes, envoyer des ovules, imaginer des trucs. Je ne sais pas jusqu'où l'intelligence humaine pourrait aller, mais je ne crois pas qu'il y ait autant de limites que ça, si ce n'est les limites, la vitesse de la lumière possiblement, les limites biologiques, voilà, biologiques. Le deuxième sujet qui est intéressant, c'est sur les crises énergétiques. Je vous invite à ne pas être trop conformiste. Alors là, je ne détiens aucune vérité, mais je vous donne quand même ce que je crois. De l'eau, il y en a beaucoup de l'eau. Il y en a beaucoup de l'eau. Il y a deux problèmes avec l'eau. Le problème numéro un, c'est qu'elle tombe pas au bon endroit, ou elle tombe pas de manière répartie. Si vous allez en Patagonie, vous allez au Sahara, vous verrez qu'il n'y a pas la même quantité d'eau. Mais vous êtes en Patagonie, il n'y a pas de sujet d'eau. Hein. Le deuxième truc, c'est que la planète, elle s'appelle bleue parce qu'il y a beaucoup d'eau de mer. Alors on sait dessaler l'eau de mer. Donc de l'eau, il y en a. On sait la dessaler. Le problème de dessaler l'eau de mer, c'est que ça consomme beaucoup d'énergie. Donc on translate le problème énergétique. Et il y a un troisième problème, alors je vais répondre au problème énergétique. Le problème énergétique, c'est, on a le soleil quand même. Et le soleil, il carbure. Ce qu'on n'a pas, c'est la technologie pour aller capturer l'énergie solaire, la stocker et la distribuer. Moi, je veux croire. Alors, Bill Gates a écrit un bouquin fabuleux là-dessus, et il dit qu'on ne sait pas faire. Il dit que pour vivre d'énergie solaire, il faudrait que 30% de la planète soit couverte de plaques solaires, parce que le rendement est pas bon. Mais c'est le rendement d'aujourd'hui, en 2023. Enfin, il y a 50 ans, on n'allait pas sur la Lune, et puis il y a 100 ans, on était en tongs, en train de se foutre sur la figure dans les contrées du Nord. Donc moi, je veux croire que dans 200 ans, on aura peut-être trouvé un système, soit sur la Lune, de mettre des plaques solaires, mais le problème, c'est les météorites, etc. Mais on aura trouvé un système peut-être, enfin j'espère en tous les cas, de sortir vers le haut avec la technologie qui ira capturer l'énergie solaire. Et l'énergie solaire, il y en a pour 5 millions d'années, donc on a le temps là. On n'est pas prêt. Et donc ça résume à une chose, c'est la pollution. Parce que la pollution, c'est problématique, les microplastiques, le CO2, tout ça. Donc, moi, quand je vois l'eau, l'énergie et les pollutions, je considère que la problématique numéro 1 pour la planète, c'est la pollution. Et tout ce que ça, voilà. La pollution, c'est aussi les excès de CO2, les microplastiques, etc. Mais là, pareil, il y a des technologies pour dégrader le plastique avec des bactéries. Donc, je veux croire à l'intelligence humaine, je veux croire qu'on trouvera des solutions en sortant vers le haut, mais on joue contre la montre. Et donc,
Est-ce que la technologie nous sauvera avant que nos comportements nous tuent? Parce que je ne crois pas qu'on changera nos comportements, malheureusement. Allez, allez. La dernière. Merci, c'est gentil. Bonjour. Du coup, pour conclure, quel regard vous portez sur l'avenir? Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste? Ah, la question piège. J'espérais y échapper à celle-là. Alors, je vais répondre avec ce que je vous ai dit dans ma conf. À quelle échelle de temps? Donc, et c'est difficile de répondre, ça dépend quels critères on mettrait comme étant positif ou pas positif du point de vue de où on se place. Bon, je vais répondre. La réponse rapide, c'est je suis rationnellement optimiste. Ça, c'est la réponse rapide. On passera par des crises et des périodes très difficiles. À court terme, je suis pas très optimiste. À court terme, je suis pas très optimiste. Je veux croire que les tendances de fond dont je vous ai parlé prévaleront à moyen long terme. Étant vétérinaire et trouvant que Darwin avait quand même compris pas mal de choses, je me suis toujours demandé depuis que j'ai 5-6 ans ou 10 ans, mais pourquoi l'homme serait-il à la fin de l'évolution darwinienne? Pourquoi après le singe il y a l'homme et après l'homme il n'y a plus rien? Et pourquoi s'il n'y aurait pas quelque chose de plus après l'homme? Donc je suis pas un transhumaniste, tout ça, je n'ai pas de connaissances là-dessus. Mais je crois pas que malheureusement l'homme sera la dernière espèce qui colonisera l'univers ou la planète. Voilà, mais on a du temps, hein, on a du temps. Donc je sais pas si c'est bien ou pas bien. De nouveau, si vous êtes dans la sérénité de comprendre le processus de la vie, de la biologie, qui est l'étude de la vie, hein, logos du grec et bio, la vie, l'étude de la vie, vous voyez une chaîne, et ce qui est important, c'est la transmission, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est transmettre, c'est partager, c'est être un maillon de la chaîne. Vous êtes rien d'autre qu'un maillon de la chaîne. Et la planète Terre est un grain de sable dans l'univers, donc on se fait très plaisir en se glorifiant des résultats annuels de Virbac la semaine prochaine ou le mois prochain, là. Ça n'a rien à l'échelle mondiale de la vie. Donc je veux être rationnellement optimiste. À court terme, je ne suis pas trop. La testostérone des mâles vieux comme on est nous, blancs et tout ça, ne fait pas de bien, malheureusement, et il y en a trop, mais c'est comme ça. Et donc, faut accepter les crises. Il y aura des opportunités dans les crises, et je suis sûr que l'espèce humaine prévalera et fera quelque chose d'intelligent pour nous tirer vers le haut. Voilà. Allez-y, allez, à vous alors. Oui, je reprends. Vous avez parlé d'objectifs, de chemin, mais ça, c'était dans le monde professionnel. Donc, vous avez dit que le chemin n'était pas important, que c'était l'objectif et le but qui comptaient. Or, dans la vie, c'est exactement le contraire, parce que vous venez de nous parler tout le long du chemin à suivre, parce que le but, on le connaît. Hein, et si je reprends Montaigne, l'objectif de notre carrière, c'est la mort. Donc, je risque de plomber l'ambiance. Non, vous plombez pas l'ambiance. Vous m'aidez dans ma conférence principale qui était de dire le monde n'est pas binaire. Et si vous regardez la première slide après les deux petites vidéos, il est écrit arrêtez d'utiliser des ou et utilisez des et. Donc, je me suis peut-être mal exprimé d'ailleurs dans le point de vue professionnel parce que j'ai pas dit le chemin n'est pas important. J'ai dit que malheureusement, le chemin n'était pas prédictible et quand vous fixez un objectif, les éléments extérieurs vont vous perturber. Je prends juste l'an dernier. L'an dernier, on a fait un budget avec des objectifs pour Virbac au mois d'octobre-novembre. Le 24 février, la guerre se déclare. Les aliments, les huiles, les ingrédients qui rentrent dans la formule du pet food de Virbac, ça fait plus 30, plus 40%. Vous imaginez bien que les objectifs définis avant, c'était inatteignable dans le nouvel environnement. Donc ce que je disais, c'est que le chemin, malheureusement, il est jamais comme on le prédit, qu'on le prévoit. Donc, ne vous préoccupez pas trop du chemin, non pas qu'il n'est pas important, bien sûr qu'il est important, mais il ne sera jamais comme vous pensez qu'il était au départ. Et donc, c'est l'objectif qu'il faut garder en tête. Voilà. Dans la vie, c'est pareil. On m'a demandé qu'est-ce que c'était qu'une bonne stratégie. En fait, une bonne stratégie, je vais vous dire, c'est regarder derrière ce qui a marché, et puis vous refaites le film. Parce qu'à l'avant, vous savez jamais ce qui va marcher, le monde est tellement imprévisible. Donc, c'est là où je crois qu'on se retrouve en disant, dans ce monde complexe, le chemin est très important, mais il est fait d'étapes successives, et c'est la capacité à se projeter suffisamment loin pour ne pas fermer trop de portes, et de faire pas à pas, un chemin qui vous rendra heureux. Et c'est la seule chose que je vous souhaite, pour terminer, c'est que vous soyez vous-même, mais que vous cherchiez le chemin du bonheur, dans la durée.
j'avais écrit une mission pour moi, pour mes enfants, sur un tableau il y a 15 ans. J'aurais souhaité, et je crois que j'ai à peu près réussi pour l'instant, une chose qui se résumait à 3 mots, c'est que mes enfants soient des hommes ou femmes, mais moi j'ai 3 garçons, des hommes bons, justes et heureux. Voilà. Et donc je vous souhaite la même chose, que vous soyez des personnes bonnes, justes et heureuses, et que vous régaliez dans votre vie. Voilà. Merci. Merci. Merci Sébastien pour cette conférence très riche, et je crois que tous ont suivi et qu'ils auront pour demain des chemins et des objectifs. Merci encore d'avoir pris un peu de temps pour nous tous.